Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit et ce soir je reçois à nouveau Christian Doumergue. Bonsoir Christian. Bonsoir Damien. Alors ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu sur la chaîne, mais ce soir on se retrouve pour parler de cinéma et de séries télé. D'ailleurs vous aviez sorti un livre, je crois que ça fait 4 ans maintenant qu'il est sorti ce livre. Alors il est Euh, sorti en 2020. Ah oui, donc Euh, 5 ans il- maintenant en fait. ouais, ouais, il est sorti en 2020. C'était en plein confinement en plus, donc c'était une sortie un peu particulière pour un livre, hein. C'était le moment où les librairies étaient plus trop accessibles. Mhm. Voilà, donc ça fait quelques années et du coup c'est vrai que vu le contexte, voilà, il est passé un petit peu inaperçu. À part qu'il avait eu quand même un bon retour critique, aussi bien presse, radio, télé, sur le contenu de ce livre, hein, qui se propose de révéler un peu ce qui passe inaperçu pour beaucoup dans les séries et dans les films, à Mhm. savoir la symbolique et les références religieuses ou ésotériques. Exactement. Et c'est vrai qu'on vous connaît pour Rennes-le-Château et tout ça, mais vous êtes également, j'ai l'impression, un geek aussi. Hein. Vous êtes passionné par les séries télé, le cinéma, les jeux vidéo. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on nous colle souvent des étiquettes, donc bon, étiquette publique, c'est Rennes-le-Château et autres mystères, mais dans ma vie personnelle, ouais, je suis absolument passionné de cinéma, de séries télé, de jeux vidéo aussi. Et c'est des univers qui, pour moi, sont pas contradictoires parce que voilà, le cinéma, les séries télé ou encore les jeux vidéo font de nombreuses références aux mystères et souvent on s'inspire de mystères réels pour tisser des toiles fictionnelles. Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ces blockbusters hollywoodiens? On va parler de Prometheus, Alien Covenant, ou dans ces séries. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement de caché en fait? Alors de caché, disons qu'il y a deux choses. Il y a ce qui est montré mais pas forcément compris. C'est-à-dire qu'il y Mhm. a beaucoup de films ou de séries télé, surtout à partir des années 90, qui vont multiplier les références religieuses, notamment à l'Apocalypse, hein. Si on prend l'exemple d'une série comme Walking Dead, par exemple, il y a de claires références au texte biblique qui évoquent l'Apocalypse, la résurrection des morts. Donc ça donne une autre ampleur, évidemment, une ampleur religieuse à la série. Donc ça, c'est montré, mais c'est pas forcément perçu. Et puis, il y a des séries plus cryptiques. Alors là, le bijou du genre, évidemment, c'est Lost, où là, Mhm. on est vraiment dans une construction ésotérique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste de jouer avec des références bibliques ou religieuses. Là, clairement, on a une construction qui est une construction initiatique. On y reviendra. Donc là, on est Mhm. vraiment dans un récit ésotérique, en fait. C'est encore autre chose. Sur des films comme Prometheus, on va avoir des petits clins d'œil parce qu'on parle aussi de l'apparition de la vie, de Oui. l'intervention d'entités extraterrestres dans le processus de biogénèse, ce qu'avait fait X-Files aussi d'ailleurs, la série X-Files. Mhm. Et donc là, on est dans des références bibliques et religieuses pour appuyer une intrigue, la développer et proposer un espèce de suspense métaphysique en fait. Oui, parce que ce qu'on apprend en fait en lisant votre livre, c'est que le cinéma, les séries vont puiser en fait un peu dans ces grands textes ou récits, c'est-à-dire comme par exemple la mythologie grecque, la Bible, toutes ces légendes un peu épiques, les contes anciens, tout ce qui a un peu façonné en fait l'inconscient collectif et qui sont récupérés, transformés pour justement créer peut-être justement de nouveaux récits par-dessus. Aussi, vous connaissez hein, le livre de Campbell qui expliquait justement l'histoire de ces héros en fait. Vous savez, on va par exemple Luke Skywalker, Harry Potter, tous ces personnages-là qui peuvent également être vus un peu comme Ulysse ou le Christ. Enfin, c'est un peu dans le même état Absolument. d'esprit. Oui, oui, absolument, c'est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a besoin de figures héroïques, hein, qui nous aident à nous structurer, en fait, à comprendre le cosmos, à comprendre notre place dans l'univers. Les mythes jouaient ce rôle, et évidemment, les mythes aujourd'hui ne sont plus vivants comme ils l'étaient autrefois, donc on a de nouveaux mythes qui émergent. Mm. Quand on regarde l'univers de Marvel, par exemple, hein, c'est Oui. clairement une mythologie contemporaine avec des super-héros qu'on peut comparer aux héros de l'Antiquité ou aux demi-dieux pour certains. D'ailleurs, le personnage de Thor, lui, est carrément repris de la mythologie nordique, hein. Mhm. Et puis, on a effectivement des réécritures. Alors, Luke Skywalker, par exemple, mais on a d'autres personnages comme Mulder dans X-Files, qui lui aussi est un des premiers grands personnages, parce qu'il faut bien le dire, ça apparaît vraiment dans les années 90, c'est-à-dire que jusque-là, on a des séries qui sont assez simples,
avec des héros typiques qui ne vont pas vraiment évoluer intérieurement, qui ont tout un tas de vertus, notamment le courage, l'attention aux autres, etc. Donc, ils vont sauver des gens, ils vont secourir. C'est à peu près toujours le même schéma qui se répète. Il n'y a pas de fêlure en eux, il n'y a pas d'interrogation métaphysique. Et c'est vrai qu'à partir des années 90, et c'est le reflet aussi des évolutions sociétales, on va avoir ce type de personnage-là qui va avoir une blessure initiale et qui, du coup, va accomplir un parcours. Et Mulder dans X-Files, c'est clairement ça. C'est quelqu'un qui est en quête de quelque chose. Il a perdu sa sœur qui aurait été enlevée par les extraterrestres. Il veut percer ce mystère-là. Et donc, il dédie sa vie en fait à ça. Et en faisant ce chemin, eh bien, plus d'une fois, sa figure va se superposer à celle du Christ. Je l'évoque dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a une mort de Mulder, il y a une résurrection de Mulder, par exemple. Il y a un épisode qui, comme je l'explique, est clairement une réécriture du film de Scorsese, La dernière tentation du Christ, où on voit Mulder dans un état comateux, en fait, tenté par une vie simple, une vie sans quête de la vérité. Et c'est exactement le scénario de La dernière tentation du Christ. Donc, voilà, les réalisateurs de la série ont joué là-dessus. Mulder est allongé sur une table en forme de croix avec un cercle métallique qui lui tient la tête, qui lui maintient la tête comme la couronne d'épines du Christ. Donc voilà, le parallèle est clairement revendiqué par les créateurs de la série. Et quand on a des symboles religieux ou ésotériques en tête, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Mais qui n'est pas dit évidemment clairement quand on visionne l'épisode, donc ça peut évidemment échapper au spectateur qui n'a pas ces références-là. Et si on prend les deux personnages, Mulder et Scully, comment on peut un peu les caractériser, comment on peut analyser ça, puisqu'ils sont complètement différents les deux. Alors, ils sont très différents, c'est deux personnages antagonistes, et cet antagonisme-là va perdurer dans la narration de la série. C'est-à-dire que Scully incarne la rationalité scientifique qui veut des faits, qui veut des preuves, et avec le paradoxe qu'elle est présentée comme croyante aussi. Donc, elle a une médaille religieuse, par exemple. Donc, elle n'est pas aussi rationaliste qu'on pourrait le penser, mais voilà, elle a une foi religieuse traditionnelle, on va dire, et un esprit qui se veut scientifique. Et Mulder, lui, c'est en quelque sorte le croyant aveugle. C'est celui qui veut croire absolument. Il y a cette fameuse phrase « I want to believe », je veux croire, qui va tout faire pour chercher cette vérité qu'il juge cachée. Donc lui, c'est un théoricien du complot avant l'heure, puisque voilà, il met en avant le fait que le gouvernement cache la vérité, qu'il y a un espèce de consortium occulte qui cache la vérité sur la présence d'entités extraterrestres sur Terre. Et donc lui va lever le voile, donc il a quelque chose aussi d'apocalyptique en fait, puisque l'apocalypse c'est la révélation. Donc lui, il veut donner cette vérité à la terre entière. Voilà, c'est un peu la mission qu'il s'est donnée. Donc ces deux personnages ont incarné deux positions en fait face aux phénomènes qu'on juge surnaturels. Scully les regarde avec méfiance, Mulder va les regarder avec foi et conviction. Et cette série X-Files, elle arrive quand même dans un moment un peu particulier, non? Qu'est-ce qui fait que ça va prendre autant d'importance? Et j'ai l'impression que même ça va générer peut-être ce côté un petit peu, ce qu'on appelle le complotisme. Est-ce que ça démarre aussi un petit peu avec X-Files? Alors X-Files y a contribué, c'est-à-dire que ce qui était assez stupéfiant, c'est que on avait tout un tas de théories déjà, qui pour certaines s'inspirent sur des choses factuelles, qui pour d'autres sont délirantes. Mais on avait déjà tout un tas de théories, notamment dans le milieu de l'ufologie, sur le crash de Roswell, par exemple, la dissimulation de la vérité, sur le fait qu'une soucoupe volante se soit écrasée dans le désert du Nouveau-Mexique. Ça circulait beaucoup, surtout aux États-Unis. Il y avait quelques auteurs français qui avaient repris ces idées, mais elles étaient assez marginales dans l'ufologie française, on n'en parlait pas trop. Et c'est vrai que X-Files a vraiment été un amplificateur pour ces idées qui circulaient dans des milieux assez fermés, donc notamment le milieu ufologique, qui s'intéresse aux ovnis, UFO en anglais, et ça a fait éclater ça, c'est-à-dire que c'était une bulle, et la bulle a éclaté, et du jour au lendemain, c'était assez surprenant, puisque je m'intéressais à ces questions depuis longtemps sur les ovnis, sur le crash de Roswell, etc. Et du jour au lendemain, tout le monde en a parlé grâce à X-Files.
Il y a eu le même effet avec Da Vinci Code et Marie-Madeleine et le secret de sa descendance. C'était quelque chose qui était limité à quelques passionnés de ce genre de sujet, d'histoire un peu occulte. Et puis d'un coup, il y a une œuvre de fiction qui devient très populaire et qui fait que tout le monde en parle. X-Files a joué ce rôle-là. Ça a été un vecteur des théories du complot. Ça a été aussi un vecteur, c'est intéressant, de l'histoire cachée, par exemple des États-Unis, puisque dans X-Files, on a le surnaturel, mais on a aussi ce complot du silence, qui parfois flirte avec le complot politique. Et on a eu des épisodes, par exemple, qui se sont intéressés à l'opération Paperclip, qui historiquement a bel et bien existé, l'opération Presse-Papier, qui a consisté pour le gouvernement américain à extraire des savants nazis de l'Europe après la défaite des nazis. Et donc, les États-Unis graciaient ces savants-là, qui avaient des compétences scientifiques, pour les faire venir travailler aux États-Unis pour donc les Américains. Les Russes ont fait exactement la même chose, ils avaient le même type de projet. Mais ça, c'est intéressant, parce que ça fait partie de l'histoire contemporaine assez méconnue. Et X-Files a pointé du doigt un certain nombre de faits comme ça, plus ou moins occultes. Et vous pensez que on essaye par le biais, par exemple, de ces séries, justement de faire passer des messages, de faire comprendre certaines choses au grand public? Alors, c'est une théorie. C'est une théorie qui circule depuis longtemps, qui a commencé avec Spielberg et ses nombreux films sur les extraterrestres, donc avec E.T., avec Rencontre du troisième type. Et puis, bon, bientôt un nouveau, puisque l'été prochain, un nouveau Spielberg débarque. Et ça, je l'attends avec impatience. Il y a cette théorie que des personnalités comme Spielberg auraient plus ou moins été missionnées pour préparer la population à la révélation de l'existence des extraterrestres. Donc, tous ces films iraient dans ce sens. Là, à mon sens, on est vraiment dans la théorie, c'est-à-dire que les scénaristes, les réalisateurs se sont toujours inspirés, en fait, de ce qui se dit dans le monde réel pour concevoir des fictions. Donc, Spielberg, naturellement, s'est intéressé au phénomène ufologique parce qu'en matière d'imagination, c'est un vivier formidable. Donc, effectivement, pour Rencontre du troisième type, plus encore que pour E.T., il s'est vraiment inspiré de la littérature sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il soit le vecteur d'une révélation. Lovecraft, en son temps, faisait pareil, c'est-à-dire qu'il dénigrait les théosophes, il dénigrait les croyants en général, mais il lisait les théosophes et il lisait Charles Fort pour s'inspirer. Il donnait conseil, d'ailleurs, aux nombreux écrivains en herbe avec qui il était en relation épistolaire, de lire ces textes-là, même si c'était du délire, parce que du point de vue fictionnel, par contre, ça apportait de l'eau au moulin. Voilà. Donc ça, c'est de façon générale. Après, il y a des séries, et une en particulier pour lesquelles je me pose beaucoup de questions, c'est le cas de Lost. Alors, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais là, je pense qu'il y a vraiment un message qui est délivré et il y a vraiment une influence ésotérique sur cette série parce qu'elle est construite d'une certaine façon. Là, on n'est pas juste dans de la distraction, on est vraiment dans autre chose. Il faut des clés ésotériques bien précises pour comprendre le message de la série. Donc là, je crois qu'il y a une influence, effectivement. Bon, c'est une théorie qui ne me concerne que moi, mais voilà, on développera peut-être ça tout à l'heure quand on abordera Lost plus en détail. Complètement, ouais. Et pour en revenir à X-Files, c'est vrai qu'en lisant votre livre, on apprend un petit peu que cette série a fonctionné un peu comme une sorte de mythologie contemporaine où les anciens dieux auraient été remplacés par des aliens, que les démons seraient en fait les recherches, les expériences scientifiques qui sont faites qu'on voit dans la série, puis que voilà, les agents du FBI, donc Mulder, Scully, seraient un peu les nouveaux prophètes. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on... Oui, il y a une dimension religieuse qui est très forte à la série. Par exemple, Mulder est clairement une réécriture de la vie du Christ sur certains de ses aspects, mort, résurrection, révélation. Les références religieuses sont très nombreuses dans X-Files, c'est-à-dire que dans la bouche des personnages, il y a beaucoup d'extraits de la Bible, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. On a des épisodes qui sont clairement des références, dont les titres sont clairement des références bibliques. Par exemple, un épisode s'appelle Talitha Kumi, ça veut dire petite fille, lève-toi. C'est des paroles du Christ, donc à une jeune fille qui va ressusciter. Il y a le baiser de Judas, autre titre d'épisode. Gethsemane, donc c'est le jardin où Jésus a été trahi. Donc voilà, il y a tout un tas de références bibliques comme ça qui donnent une dimension religieuse à cette série. Et c'est aussi une série qui va porter à l'écran la théorie des anciens astronautes, à savoir que la vie sur Terre aura été amenée par des entités extraterrestres. Et donc là, on a des épisodes assez extraordinaires, en l'occurrence Biogénèse,
qui Mmh. commence par la découverte d'une épave, en fait, bon, de ce qu'on va appeler, pour faire simple, une soucoupe volante, enfin un vaisseau extraterrestre. On retrouve cette épave et on se rend compte que, en fait, sur la surface de ce vaisseau, en différentes langues, on a des passages de textes sacrés très anciens, que ce soit de la Bible, du Coran, de textes indiens. Et donc là, ça cautionne cette idée qu'en fait, ce vaisseau qui est échoué sur Terre depuis très longtemps maintenant, depuis des millénaires, eh bien, il a apporté la religion à l'humanité et que donc la religion a été créée par les extraterrestres et que possiblement la vie sur Terre, ou en tout cas la vie humaine, a été créée par des entités extraterrestres. Donc là, c'est clairement dit dans X-Files. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi d'une autre façon dans Prometheus. Mais dans X-Files, la religion est vraiment prégnante, hein, et tout ça ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire que c'est une réécriture fictionnelle de la théorie des anciens astronautes, qui est une théorie en vogue dans les milieux ésotériques depuis pas mal de temps maintenant. En fait, on en a des traces dans la théosophie au 19e siècle. Lovecraft et ses grands anciens, c'est ça, en fait, et c'est directement inspiré de ces lectures théosophiques. Et puis, ça va être repris par les Russes et ça va être amené en France par certains auteurs qui s'intéressent au mystère, comme Robert Charroux. Et celui dont le nom va être retenu par l'histoire, c'est Eric von Däniken, avec les chariots des dieux, dans lequel il postule que voilà, les extraterrestres ont initié à leur connaissance un certain nombre de civilisations sur Terre et ont laissé des traces de leur passage. Voilà. Et donc cette théorie qui est au centre de pas mal de bouquins en fait, dans ce qu'on appelle l'ésotérisme. Eh bien, va être reprise par les scénaristes d'X-Files. Et sinon, dans X-Files, justement, comment on peut voir après ces aliens? Et on va apprendre qu'il y a également des hybrides extraterrestres. Alors, comment tout ça, ça se... C'est-à-dire qu'alors X-Files est une série en mouvement, on va dire. On part sur une représentation assez simple des extraterrestres, hein, la représentation type petit gris, des extraterrestres de petite taille, de couleur grise avec une grosse tête, de gros yeux noirs. Qui était la représentation la plus courante dans la littérature ufologique au moment où la série a été créée. Et puis, les scénaristes, autour de ça, vont tisser toute une mythologie avec des hybrides, des clones, d'autres types d'extraterrestres qui viendraient sur Terre. Donc là aussi, en fait, il y a cette notion de querelle entre plusieurs races d'extraterrestres, en quelque sorte, qui n'est pas inventé de toutes pièces par les scénaristes, hein, puisqu'en fait, dans la littérature ufologique, on nous parle de ce genre de conflit entre plusieurs espèces qui viendraient nous visiter et qui n'auraient pas les mêmes visées. Certains seraient bienveillants à notre égard, d'autres seraient malveillants, d'autres seraient neutres. Voilà, il y a toute une littérature ufologique là-dessus. Donc X-Files va plus ou moins recycler ça, avec parfois une certaine confusion, parce que voilà, c'est une série qui va durer sur des années, qui va se prolonger sur des années, et c'est une structure qui va s'élaborer au fur et à mesure, en fait. On n'est pas dans le même contexte que Lost, où là, on a un point de fin qui est défini dès le départ. La seule question qui se posait aux scénaristes, c'est combien d'années on va avoir pour développer cette intrigue, ce qui explique que les premières saisons de Lost sont longues et que l'intrigue est assez lente et assez diluée par rapport aux dernières saisons, où le rythme est plus rapide parce qu'il y a moins d'épisodes et qu'on sait que ça va se terminer. Donc, on peut balancer en fait les éléments qui permettront de résoudre l'énigme. Avec X-Files, on est dans une configuration différente. Tant que le succès est là, on continue. Donc, ça veut dire délayer. Donc, ça veut dire aussi, des fois, partir dans des directions qui n'étaient pas trop prévues à la base et voilà, de façon plus approximative que dans Lost. Oui, on l'a bien vu, les dernières saisons d'X-Files, c'était pas forcément une réussite, hein, malheureusement. Il y avait une nostalgie. Après, c'est vrai que voilà, on avait envie de les voir revenir, mais tous les épisodes n'ont pas forcément été à la hauteur, effectivement. Notamment en matière de mythologie ufologique, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y avait un potentiel énorme. Et ces épisodes ufologiques se sont un peu étiolés, épuisés au fil du temps. Alors qu'il y a eu des épisodes formidables dans ce domaine-là. Et vous pensez vraiment que les créateurs de cette série vont sciemment puiser en fait pour essayer de raconter, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils se servent uniquement en fait de ces récits, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont des choses qui sont universelles, on va dire, et qui parlent à tout le monde et que tout le monde va comprendre? Ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de se dire: «Tiens, on va faire de Mulder telle représentation, Scully sera ça et puis les extraterrestres auront cette...» Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a vraiment derrière une volonté en fait de raconter ça sous une autre forme, ou c'est simplement puiser en fait
pour en sortir un récit qui va impacter? Alors, je pense qu'il y a un peu de tout, en fait. C'est-à-dire que les références bibliques sont clairement recherchées. Donc, pourquoi? Parce Mmh. qu'elles donnent plus d'épaisseur, en fait, à la série. Quand on cite des textes anciens, tout de suite, il y a une résonance, en fait. Mmh. Ne serait-ce que chez les croyants, mais pas que chez les croyants. C'est quelque chose qui résonne à peu près chez tout le monde. Donc, ça donne plus d'ampleur à la série. Ça la fait sortir du simple contexte aussi de la distraction, c'est-à-dire que ça a un écho dans la vie réelle. Les textes qui sont cités existent vraiment, donc du coup il y a un effet de réel qui sort de là. Il y a une profondeur métaphysique qui est créée. Et puis je pense aussi que le propre de pas mal de réalisateurs et de scénaristes, c'est de capter l'air du temps, c'est-à-dire que si X-Files a si bien marché, c'est parce que cette série a capté plusieurs choses. On allait basculer dans un autre monde à ce moment-là. X-Files a accompagné ce basculement, c'est-à-dire on est passé d'une société de la confiance à une société de la méfiance, Mmh. d'où ce succès des théories du complot aujourd'hui, qui étaient là dans la série X-Files et qui ont contribué, cette paranoïa d'X-Files, ne faites confiance à personne, hein, c'est le credo de Fox Mulder, Ouais. elle est le reflet de la paranoïa et de la perte de confiance dans nos institutions, perte de confiance injustifiée par tout un tas de mensonges aussi et d'attitudes de communicants plutôt que de guides, donc voilà, de guides éclairés. Euh, donc voilà, la série capte l'air du temps. Elle a capté l'air du temps, X-Files aussi, sur l'intérêt pour ces phénomènes surnaturels, ce réenchantement du monde, c'est-à-dire que grâce à X-Files, beaucoup de personnes ont découvert qu'il y avait des théories sur les ovnis, ont découvert tout un tas d'affaires mystérieuses, hein, puisque X-Files, là on parle des ovnis, mais s'est intéressé à la Tout cryptozoologie, par exemple, Oui, les tous les créatures sujets, ouais. inconnues, Mmh. à peu près tous les sujets, la Mmh. réincarnation avec, enfin, ce qui pour moi peut-être le meilleur épisode de la série, le pré où je suis mort, avec Mmh. Mulder qui découvre une vie antérieure. Enfin, c'est un épisode qui est extrêmement bouleversant et que je considère peut-être comme le meilleur de la série. Et X-Files a été une porte d'entrée vers là aussi. Ça a révélé au public cet intérêt sous-jacent pour le merveilleux, pour l'interrogation, parce que derrière tout ça, c'est ce qui se pose, hein, c'est pourquoi ça interpelle autant, parce que ça repose la question qu'on ne pose plus dans nos sociétés très matérialistes, du sens de l'existence, de la transcendance, de ce qu'on ne voit pas au-delà des apparences. Et cette série a été motrice dans ce domaine-là. Et les scénaristes ont vraiment capté quelque chose dans l'air du temps. De toute façon, quand une série a un succès ou un film a un gros succès en général, il y a souvent quelque chose de cet ordre-là. Quand ça devient un phénomène de société, comme l'a été X-Files, hein, c'est un véritable phénomène de société à l'époque. Quand Ah la oui, série était complètement, hein. au Mmh. niveau de la 3e saison, c'était voilà. Mmh. Ah oui, c'était tout le monde regardait et c'est vrai que Mm. c'était assez incroyable, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans votre livre, c'est vrai que vous parlez de cet épisode dans lequel Mulder va rentrer dans cette tente de sudation. Et j'ai trouvé que c'était passionnant, en fait. J'avais pas vraiment vu les choses sous cet ordre-là. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas revu X-Files aussi, il faudrait que je m'y mette. Mais à l'époque, j'avais pas capté, en fait, un peu ce symbole-là. Je trouvais ça assez fascinant. Oui, oui, oui. Et là, c'est intéressant parce que donc la tente de sudation, c'est un rite indien donc auquel Mulder va se prêter quand il est mal en point. Mmh. Et donc, il va faire un voyage dans l'autre monde, en fait. Il va rencontrer les anciens, c'est les anciens à lui, les gens qu'il a perdus, qui vont être là pour le guider, pour le ramener à la vie et puis lui donner une direction. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est un rite qui existe vraiment, c'est une pratique Mmh. chamanique, entre guillemets, qui existe vraiment et qui a été intégrée à la narration de la série et qu'on va d'ailleurs retrouver aussi dans la série Lost. Hein, Mmh. à un moment donné, on va aussi avoir un épisode de ce type dans cette série. Mais voilà, avec Mulder, ça montre bien que on est dans une démarche initiatique. Il va passer de l'autre côté, il va faire un voyage dans l'autre monde, en fait, comme le Christ quand il meurt et qu'il descend aux enfers, ou comme Orphée qui descend aux enfers. Donc il y a quelque chose d'orphique aussi, c'est-à-dire d'initiatique, une descente dans le monde des morts et une initiation par les morts pour éclairer le regard de celui qui va revenir à la vie. Mmh.
Mais justement, on va pouvoir, je pense, passer à Lost. Ça fait la transition parfaite puisqu'on retrouve, comme vous l'avez dit, une scène identique dans cette série-là. Alors Lost, pareil, série incroyable qui aura été un phénomène de société, on peut le dire. Hein. C'est sorti en 2004. Je crois, que ça va être jusqu'en 2010 à peu près. Ça va être diffusé, il me semble. Ouais, je crois que c'est 2010. Je Oui, sais c'est plus. ça, hein, il me semble, Ouais, c'est ça, ça a duré 2004-2010. 7 saisons, si je me trompe pas. Six, Donc, 6 saisons, je crois. 6 saisons, ouais, c'est ça. Donc, c'est Ouais. 2004-2010, si c'est 6 saisons, oui, j'avais plus le nombre de saisons exact en Mmh. tête. Mais effectivement, c'est une série phénomène, c'est une série qui va avoir un succès immédiat. Barack Obama avait reporté un Oui. discours. Ah oui, je le savais pas, moi. Je le savais Et, pas. Je l'ai appris dans le livre. Ouais. ouais, donc ça c'est pour ne pas rater un épisode de Lost qui était très important. Donc voilà, ça montre bien cette emprise en fait de la fiction sur la réalité, puisque le Mmh. président de la première puissance mondiale est prêt à décaler un discours pour pas pour pas interférer avec la diffusion d'un épisode de Lost. Donc ça c'est formidable en fait. Ça veut bien dire la puissance de l'imagination. Et puis, ça veut bien dire aussi la puissance de cette série, parce qu'elle nous captive plus à un moment donné que la réalité. Mmh. On est face à un mystère, on veut comprendre quel est ce mystère, on veut connaître le destin de ces personnages auxquels on s'est attaché. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc voilà, rien que cet épisode, il est anecdotique, mais il n'est pas tant que ça, parce qu'il dit beaucoup sur la place de cette série dans nos existences à un moment donné. Et c'est une Mmh. série qui a captivé précisément à cause du mystère. C'est-à-dire que là, on est dans une réécriture de l'île mystérieuse avec des naufragés qui débarquent sur une île après un crash d'avion et qui très vite vont constater des phénomènes étranges sur cette île. Bon, là, on pourrait se dire, on est dans une énième série sur le surnaturel, sauf que non, en fait, ça va beaucoup plus loin. On va rentrer vraiment dans une série métaphysique d'une profondeur rare. Hein. Pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps et c'est impossible de faire mieux que ça. Parce que là, pour le coup, on n'est pas dans de l'approximation. On voit, quand on regarde a posteriori, que d'entrée de jeu, les scénaristes savaient où ils allaient, en tout cas les producteurs de la série, qui ont impulsé aux scénaristes donc la trame. Mmh. Et là, on est dans autre chose en fait que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Avec X-Files ou avec d'autres séries, on est dans des citations très claires en fait d'extraits de la Bible, par exemple, qui vont résonner parce que ne serait-ce qu'aux États-Unis, le nombre de croyants est relativement important, donc c'est quelque chose qui va être identifié tout de suite par ces gens-là en fait. Avec Lost, c'est différent, c'est-à-dire qu'il y a un soin tout particulier à vraiment glisser des symboles qui sont quasi indéchiffrables. À un moment donné, alors je donne juste un exemple, hein, les personnages vont finir par retrouver sur l'île des vestiges de temples égyptiens avec des hiéroglyphes. Ouais. Ce qui est fascinant, c'est que tous les hiéroglyphes qui sont sur ces éléments de décor qu'on voit à peine dans les mouvements de caméra veulent dire quelque chose. Les producteurs ont travaillé avec une linguiste universitaire américaine qui a fait de vraies traductions en hiéroglyphes de phrases qu'il leur avait données. Donc là, on voit qu'on est quand même au niveau au-dessus en matière de cryptage de la série et de caractère ésotérique de la série. Ouais, parce que sur Lost, comme vous l'avez dit, hein, c'est un véritable labyrinthe de symboles. Il y a des choses partout, des sortes de références religieuses, enfin, c'est assez, dense, Lost. C'est vrai que pour décrypter tout ça, c'est Oui, oui, alors il y a deux choses. C'est vrai que c'est très dense, il y a beaucoup de références religieuses, effectivement. On va mmh, retrouver au niveau des personnages les mêmes antagonismes, mais plus prononcés encore, je pense, que dans X-Files, avec Jack Shepard, qui est donc un des naufragés, qui vient du milieu médical, hospitalier, qui est l'incarnation de la rationalité a priori, et puis de l'autre côté, John Locke, joué par Terry O'Quinn, personnage fabuleux, enfin, des meilleurs personnages de la série, et qui, lui, est l'homme de foi. C'est-à-dire que dès qu'il arrive sur mmh. l'île, on comprendra plus tard pourquoi, en fait, il explique aux autres, on n'est pas là par hasard, il y a une raison à tout ça. Et en parlant pour lui, il dit, je sais que je suis là pour une raison, que j'ai une mission à accomplir sur cette île. Donc lui, il est vraiment d'entrée, dès son réveil sur l'île, il est dans un trip mystique et il sait que le crash d'avion n'a pas eu lieu par hasard, que c'est l'île qui les a tous appelés là et qu'ils ont quelque chose à y faire. Donc il y a ce discours d'un côté et puis de l'autre côté, il y a le discours de Jack Shepard qui est très rationnel. On doit survivre, point barre, et puis on doit trouver un moyen de partir de là.
alors que John Locke ne veut pas forcément, lui, partir de là. Lui, il veut comprendre le mystère de l'île et il va le percer au fur et à mesure. Donc, voilà, on retrouve cette interrogation sur la foi, sur la croyance, sur la posture face au monde. Il y a des rites qui apparaissent, il y a d'autres personnages qui apparaissent, des gens qui étaient là sur l'île avant. Oui. Et puis, progressivement, effectivement, on va avoir des indices. Le noir et le blanc, par exemple, c'est un thème qui revient constamment. Dès la première saison, il y a toute une symbolique avec des éléments blancs, des éléments noirs. Ça peut être vestimentaire au niveau des chaussures. Voilà, il y a toute une construction visuelle en fait cryptée que on ne décèle qu'en regardant de façon très très attentive la série. Et puis Lost, la grande différence avec les autres fictions, c'est que la clé du mystère finalement n'est pas dans la série. C'est-à-dire que les scénaristes se sont référés à des concepts ésotériques qu'ils ne vont pas expliciter. Et c'est pour cette raison, on y reviendra peut-être, que la fin est extrêmement déçue, parce que la fin de la série, que moi je trouve extraordinaire, il ne pouvait pas y avoir de meilleure fin à cette série à mon sens, mais la fin ne peut être comprise que si le téléspectateur devient lui-même en quelque sorte un personnage et essaie de comprendre le mystère de l'île. Et pour comprendre le mystère de l'île, il va devoir se plonger dans une littérature ésotérique. Il va devoir trouver des clés qui n'ont pas été données dans la série. Mais une fois qu'on a ces clés, la fin de la série devient très très claire et très lumineuse. On n'est plus face à une simple distraction. On est devant une fable initiatique dans laquelle on va rentrer en fait, qu'on va être amené ou pas à décrypter, et qu'on la décrypte ou pas, évidemment, on n'aura pas la même perception de cette série et surtout de son final. Oui, parce que le final, il est quand même très clivant, hein. Moi, je sais que j'ai été fan de Lost, absolument fan. Je regardais tous les épisodes et après, je regardais sur Internet parce qu'il y avait comme un jeu de piste géant à l'époque. C'était Oui, incroyable, hein, avec des éléments cachés dans des faux sites web de la compagnie océanique, etc., où on retrouvait des petites vidéos de la Dharma et on se dit, mais alors ça mène à quoi? Et je sais pas, moi, je m'attendais pas à ce final-là, en fait. Je me suis dit, est-ce que vraiment ils savaient où ils allaient? Vous pensez vraiment que quand ils ont démarré la série, ils se sont dit, voilà, on démarre de là et on va jusque là et on sait ce qu'on fait de bout en bout, ou il n'y a pas eu un moment où quand même, je sais pas, ils démarraient en fait des mystères, mais ils les ont jamais résolus. Enfin, il y a plein de choses qui restent. alors, Mais après, moi, je me demande, avec le recul, est-ce que l'intérêt de cette série, c'était de comprendre, en fait, d'avoir la résolution de tous ces mystères, ou c'était justement plutôt de s'intéresser aux personnages eux-mêmes et que les mystères n'étaient que annexes, en fait, et pas forcément. alors c'est une lecture, parce que c'est vrai que les personnages de Lost sont fascinants. On va découvrir Mm, leur vie progressivement. On a un instantané au moment du crash sur l'île. On voit des personnages et on plaque sur eux des représentations qu'on peut avoir par rapport aux stéréotypes ou autres. Et puis progressivement, grâce au système de flashback sur les premières saisons, on va mm. découvrir la vie de tous ces gens avant qu'ils ne prennent l'avion. Euh, En fait, quand je dis que tout était construit d'avance, oui, parce que quand on regarde toutes les pièces du puzzle, on se rend compte que d'entrée de jeu, il y a cette notion destinale qui est là. C'est-à-dire que tous les personnages sont déjà liés avant d'arriver sur l'île. Là, il y Oui. a un jeu qui est très subtil. Ils vont se croiser, où ça va être une télé, où on va voir Hurley qui a gagné le loto sur la télé, alors qu'il y a d'autres personnages qui sont en premier plan. Donc, en fait, il y a ce destin commun qui est là déjà avant. Dès la première saison, il y a des références au noir et au blanc. Par exemple, dans les tenues vestimentaires, dans une pierre noire, une pierre blanche que les personnages vont retrouver près d'un squelette dans une grotte. Et en fait, cette référence-là au noir et au blanc, elle va être explicitée plus tard quand on va découvrir Jacob et son frère sur l'île. Alors, peut-être pas rentrer dans tous les détails pour pas tout Oui, spoiler à ceux tout qui voudraient se spoilé, ouais. lancer dans l'aventure, mais toutes les références qui ont été données, en fait, allaient toutes dans le même sens. À Mm. savoir que cette île est un lieu spirituel particulier, et que cette île, en fait, c'est ce que dans certaines traditions ésotériques, on appelle le centre du monde, c'est-à-dire le lieu d'où qui serait le centre vraiment spirituel du monde, en fait, où résiderait le roi du monde, donc qui est à la garde de ce lieu absolument sacré, le lieu le plus sacré qui soit sur cette terre. Et c'est de ce lieu qu'auraient dérivé, en quelque sorte, toutes les religions
donc tous les grands centres spirituels de toutes les religions à travers le monde. Hein, c'est dans Le Roi du Monde de René Guénon que ce concept est explicité, mais on le trouve ailleurs. Tous les autres lieux, en fait, seraient des reproductions amoindries de ce lieu primordial. Quand on regarde la série Lost avec cette clé de lecture-là, qui n'est jamais donnée explicitement dans la série, en fait, on comprend tout. Et notamment, tous ces mystères de l'île, on sait que des Égyptiens sont venus, on sait que des Romains sont venus, on sait que des Hindous sont venus, donc on sait que voilà, cette île, elle a servi de lieu de culte à plusieurs religions à travers les siècles. Et donc ça, c'est un des éléments qui corrobore cette hypothèse du roi du monde et de ce centre mystique du monde. Et grâce à cette clé-là, on comprend pourquoi il y a eu autant de visiteurs, on comprend pourquoi tout le monde s'intéresse à l'île, parce que c'est un centre spirituel majeur. Il y a cette énergie spirituelle qu'on voit dans la dernière saison. Oui, cette lumière-là, la lumière de l'île, quoi. Cette lumière de l'île, donc, qui est la lumière d'où tout le monde vient et où tout le monde repart à un moment donné. Donc, voilà, c'est le centre spirituel de cette terre. Et c'est ce statut-là qu'a l'île, en fait. Et c'est pour ça que tout le monde la recherche aussi. Et c'est pour ça qu'elle a eu autant de passages dans le passé, puisqu'il y a la fameuse statue de Tawaret, là, la déesse égyptienne, dont on voit tout d'abord qu'un pied, et donc qu'on va découvrir intégralement après. Et c'est là qu'on va voir de quoi il en retournait, qui était cette statue. Il y a d'autres éléments, par exemple 108. Quand John Locke trouve la trappe dans laquelle il va finir par descendre, et qu'il y a ce cycle de 108 au bout duquel il faut re-rentrer un code sur une machine, bon, on peut se dire mais c'est quoi cette histoire? mais là, en fait, ce cycle de 108, ça fait référence à la mystique Rose-Croix, en fait, qui est une école spirituelle à penchant ésotérique, et qui part de cycle de 108 ans, où on va, par exemple, inhumer un maître Rose-Croix avec son savoir dans une tombe, et ses disciples, dans 108 ans, devront réouvrir la tombe pour retrouver son savoir perdu. Voilà, donc ça, c'est un des éléments qui n'est pas explicité, et ça répond un peu à la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a une influence de certains groupes? Là, je pense que sur Lost, il y a une influence de la Rose-Croix. De la Morque en particulier, parce que Tawaret, c'est pas un hasard en fait si cette déesse-là a été choisie, cette déesse égyptienne. Si on va à San José en Californie, donc dans les bâtiments de la Morque, l'antique et mystique ordre de la Rose-Croix, qui a été fondé par Spencer Lewis, eh bien on a une statue de Tawaret qui est devant le bâtiment égyptien. Il y a une importance qui est accordée à l'Égypte qui est énorme, et donc c'est Rose-Croix qui part d'un cycle de 108 ans. Donc en fait dans Lost, il y a beaucoup d'éléments rosicruciens. Alors évidemment, je ne suis que dans l'hypothèse, mais d'une façon ou d'une autre, il y a une influence prégnante de la pensée Rose-Croix sur la série Lost. Et c'est une série qui est beaucoup trop ésotérique, en fait, pour être un simple objet de distraction. Voilà. Mais ces réalisateurs, les scénaristes, en fait, ceux qui décident de ce qui sera montré à l'écran, se disent à un moment donné, font peut-être partie en fait de ce groupe-là, et se disent on va le mettre à l'écran. Pourquoi? Pour essayer de faire passer des messages, ou c'est peut-être juste pour entre eux en fait, voilà, celui qui reconnaîtra. Comment ça fonctionne? Parce que ça paraît. Alors bon, j'ai évidemment pas de réponse. J'ai pas de réponse ferme dans la mesure où je suis dans l'hypothèse. Je ne peux faire que des comparaisons. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour Lost. Si je m'en réfère à des sujets documentés comme la littérature du 19e siècle ou des premières années du 20e, on a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que on a des auteurs comme Lovecraft qui vont se dire tiens, c'est intéressant ce qu'il raconte, j'y crois pas du tout à ce que racontent les théosophes. Là, ils sont dingues complets. Charles Fort, il part dans des délires complets avec son livre des damnés, mais par contre, c'est une bonne matière pour raconter des histoires. Donc là, on va raconter une histoire à partir de là. À côté de ça, il y a des auteurs de fantastique qui frayaient avec l'occultisme et qui ont vu dans la littérature un moyen de propager leurs idées. Alors c'est le cas par exemple de Jules Lerminat qui a écrit un des meilleurs textes de la littérature fantastique française, mais qui est complètement tombé dans l'oubli, c'est La 2 fois morte. Jules Lerminat, en fait, il écrit des textes fantastiques, mais à côté de ça, c'est un occultiste, et donc sa prose fantastique s'alimente
de ces pratiques occultes. On a d'autres exemples d'auteurs de ce type-là. Et pour certains, ça va être la littérature va vraiment être un outil de propagande. Ça va être le cas avec le spiritisme, par exemple. On a toute une littérature fictionnelle spirit qui naît à ce moment-là, en plein essor du spiritisme. Pourquoi? Parce que la littérature est jugée comme eh bien un vecteur de l'idéalisme spirit et un moyen de familiariser les gens à cette idée et de propager cette idée. On a des cas encore plus complexes. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, dans le monde de l'ésotérisme, on a eu la Société des Veilleurs, dont on sait qu'elle a pesé sur la littérature et sur les arts. C'était vraiment sa volonté d'influer les artistes pour tirer leur art vers la spiritualité. Sauf qu'on ne sait pas vraiment qui était au cœur de cette Société des Veilleurs. Il y avait un cœur secret qu'on n'arrive pas à identifier. Mais voilà, tout ça pour dire que en fait, quand on regarde l'histoire qu'on connaît, celle de la littérature notamment, eh bien, on a des jeux d'influence comme ça, de groupes occultes, ésotériques, religieux, qui vont se servir de la fiction pour propager une idée, une vision du monde. Lost, clairement, est une série spirituelle. Après, comment les producteurs, les scénaristes se sont trouvés impliqués dans la construction de ce message spirituel qui est très riche, ça, je ne le sais pas. Tout ce que je constate, c'est que la Rose-Croix a son centre à San José en Californie. Donc, voilà, on est dans un petit monde californien où certains ont pu côtoyer, mais après, c'est de la spéculation et je peux pas être affirmatif à 100% là-dessus, mais ce que je constate, c'est quand même que Lost véhicule un message spirituel extrêmement fort, même plusieurs messages spirituels. C'est une série qui nous parle de la quête personnelle, c'est une série qui nous parle du rapport au monde et du rapport aux autres, c'est une série qui nous parle de la vie, de la mort, de notre avenir dans le monde spirituel, de ce qu'on est censé faire dans cette existence. Il y a plein de messages philosophiques en plus dans Lost. Donc, voilà, je pense pas qu'on puisse construire un tel bijou sans avoir certaines connaissances précises et certaines intentions précises à côté. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que il y a Damon Lindelof, qui était un des scénaristes de Lost, était aussi un des scénaristes de Prometheus. Donc, Absolument. Et voilà. Et donc là, c'est un des éléments qui nous montre que il y a peut-être bien quelque chose à chercher de ce côté-là, parce que c'est lui qui a donné toute sa profondeur métaphysique à Prometheus. Avec là encore quelque chose qui a été très contesté, hein, cette dimension religieuse, hein, justement. Mais voilà, donc je pense que c'est pas un hasard. Puis bon, quand on regarde d'autres séries qu'il a pu produire, on va retrouver les mêmes thèmes, même si c'est jamais autant abouti que dans Lost. Que dans Lost. D'ailleurs, ouais, puis alors dans Lost, du coup, c'est vrai qu'il y a ça emprunte à énormément de traditions, parce qu'on va y retrouver le bouddhisme, vous l'avez dit, l'Égypte ancienne, il va y avoir la mythologie grecque, le christianisme, notamment à la fin avec l'Église, etc. Donc c'est vrai que ça va emprunter comme ça à beaucoup de religions, quoi. Oui, ça emprunte à beaucoup de religions. D'ailleurs, quand on voit l'Église, donc c'est une finale qui est évidemment bouleversante, parce que quand on comprend ce qui se passe, évidemment, pour Jack à ce moment-là, dans cette église, il y a un vitrail avec les symboles de plusieurs religions. Donc, on est vraiment avec Lost dans cette idée que toutes les religions ont la même source sur Terre, ont la même source dans l'univers en général, qu'elles sont des manifestations différentes d'une même réalité spirituelle. Là, c'est clairement incarné sur le vitrail qu'on voit dans cette église, avec ces symboles religieux de différentes traditions qui se retrouvent sur le même vitrail, pour dire c'est la même chose. Et du coup, effectivement, la série, dans son ensemble, va citer différentes traditions religieuses. Le christianisme est très présent à travers des citations bibliques récurrentes, ou des personnages qui vont incarner des personnages, ou réincarner des personnages bibliques, hein, d'une certaine façon. On a aussi le mythe du Graal, hein, qui se retrouve à un moment donné avec la coupe, hein, qui apparaît quand Hurley boit. Voilà, donc il y a cet idéal aussi là de la quête du Graal qui est en filigrane dans la série. Il y a énormément d'eau aussi. Bon, évidemment, c'est une île, elle est entourée d'eau, mais je veux dire, il y a souvent de la pluie. Ils sont souvent donc dans la mer. Il y a des cascades. Il y a des pluies. Est-ce qu'on peut imaginer que tout ça, tous ces moments en fait où les personnages ils interagissent avec l'eau, on peut le voir comme une sorte de
de transformation, voire un peu de purification, comme si c'était une sorte de baptême en fait des personnages. Je l'ai pas vu comme ça. Ouais. Enfin, personnellement, j'inclinerai pas dans cette direction Ok. parce qu'effectivement, bon, je pense que la présence de l'eau est surtout ben, contextuelle avec l'île et puis et au niveau de la géographie, c'est une île tropicale, Hmm. donc par contre, la notion de purification, elle est clairement là, c'est-à-dire que les personnages ont à se purifier de quelque chose. Et Hmm. c'est dans ce sens-là que la série est initiatique, c'est-à-dire que tous, en fait, on se rend compte que tous, ils ont quelque chose à se reprocher dans leur existence, C'est qu'il y a ça. quelque chose qu'ils ont mal fait. En gros, et ça a longtemps été une des hypothèses, hein, d'ailleurs, que l'île était le purgatoire, en fait, hein, le lieu Hmm. où on était là pour se purifier. Alors, c'était pas le purgatoire au sens strict du terme, mais l'île avait quelque chose du purgatoire. Il y avait Ouais, les c'est. scénaristes avaient joué là-dessus. Il y avait eu le roman Bad Twin, donc qui était alors dans la série, c'était il y avait ce manuscrit que Sawyer retrouvait parce qu'il y a beaucoup de livres qui circulent dans Lost aussi Hmm. qui vont donner des clés de lecture ou qui vont permettre aux scénaristes de dire j'aime bien cet auteur, réfléchissez à cette pensée. Et tous ces livres sont réels sauf un, c'est un manuscrit d'un auteur qui s'appelle Gary Troop qui a écrit Bad Twin, donc mauvais jumeau. Et on voit Sawyer lire ce manuscrit. Donc dans la série, on ne sait pas ce qu'il contient. Ils sont allés jusqu'à éditer un livre hein, à l'époque, hein, Oui, qui est vraiment oui. sorti en librairie. Et il y avait plein de clés en fait dans le titre. Le mauvais jumeau, en fait, c'est une des clés de la série, mais on va le comprendre plus tard avec le frère jumeau de Jacob. Et puis le nom de Hmm. l'auteur, en fait, c'était l'anagramme de Purgatory en anglais, purgatoire. Donc là, on entretenait ce mythe que l'île était peut-être le purgatoire. Elle l'est Hmm. pas, c'est pas ça au final. N'empêche que les personnages accomplissent ce chemin de purification. Ils vont vers la meilleure version d'eux-mêmes, hein, pour reprendre une expression un peu galvaudée, mais c'est vraiment ça. Ils sont là en fait pour devenir meilleurs que ce qu'ils étaient par rapport à leur choix. Ben, c'est vrai que l'île, au final, c'est une sorte de un peu d'espace entre la vie et la mort, entre réel, irréel, passé, futur. Enfin, c'est vraiment c'est assez Alors c'est un particulier, ouais, espace cet qui est, endroit. oui, c'est particulier, c'est-à-dire que c'est un espace physique bien réel, hein, l'île est matérielle, Hmm. mais par contre, elle a un rapport au temps qui est particulier euh, à cause justement de ses propriétés spirituelles qui sont à cheval entre le monde physique et le monde spirituel en fait, hein, puisque ces poches d'énergie spirituelle, elles sont détectables par des engins, par des technologies, donc elles sont bien réelles. C'est pas juste une réalité autre en fait, hein, c'est quelque chose qui a aussi Hmm. sa matérialité. Donc effectivement, l'île elle est un peu entre deux, entre le monde matériel et le monde spirituel. Et de là vont découler un certain nombre de propriétés, d'où la présence de l'équipe d'Armad hein, qui est sur cette île, Oui. qui va étudier ces propriétés et essayer de percer certains de ses secrets. Ben, ça me donne vraiment envie de la revoir, en tout cas, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Moi, j'avais été déçu par la fin, comme je l'ai dit. Mais là, ça me donne envie de revenir dessus avec justement tous ces éléments et peut-être de la voir autrement, en fait. Hmm. Oui, ben, je pense que c'est important parce qu'à mon sens, si la fin a été mal aimée, c'est précisément parce qu'il n'y avait pas ces clés de lecture qui n'ont pas été Hmm. fournies. Et c'est vrai qu'on peut être frustré quand on arrive à la fin de la série en se disant, mais j'ai pas la réponse, je sais pas ce que c'était en fait cette île. Hmm. Par contre, quand on découvre les clés de lecture et qu'on revoit la série après avec les clés de lecture, on se dit, mais c'est fantastique en fait. Là, on apprécie vraiment la construction de la série. Et on voit qu'alors effectivement, ils n'ont pas répondu à toutes les questions, mais ils ont répondu à toutes les questions essentielles. Après, c'est des histoires qu'on ne va pas raconter. Voilà, c'est-à-dire, je pense que sur un univers comme Lost, il y aurait pu y avoir des spin-offs, enfin, il y aurait pu y avoir des séries dérivées Ouais. qui exploraient d'autres périodes de l'histoire de l'île. Hein, Hmm. mais voilà, ça aurait été un plus, mais c'est pas une nécessité pour apprécier cette étape-là de l'histoire de l'île qui était centrée sur ces personnages. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je l'avais vu vraiment en me focalisant sur les mystères. Je voulais savoir d'où venaient les chiffres, le 4, 8, 15, 16, 23, 42, là, mais d'où ça Oui. sort, pourquoi c'est sur la trappe, pourquoi c'est les numéros du loto. Et c'est vrai que quand on les additionne, ça fait le 108 dont vous avez Voilà, parlé tout à l'heure. on revient là-dessus. Et ce 108 nous renvoie donc au cycle initiatique des Rose-Croix. Donc voilà, c'est Hmm. même avec ces chiffres, même s'il y a eu d'autres explications, hein, avec ce 108, on revient toujours
sur la même notion, qui est une notion initiatique, quoi. Ouais, et puis après, il y a évidemment tous les personnages qui sont aussi un peu des archétypes et des figures mythologiques. Jack, qui en plus s'appelle Jack Shepherd, donc c'est le berger, donc c'est lui qui va un peu être le leader justement des survivants. John Locke, bon évidemment, Locke, voilà. Oui, ce qui fait référence au philosophe. C'est ça. Qui va s'appeler Jeremy Bentham aussi, donc autre philosophe. Et ces personnages-là vont incarner des polarités. En fait, il y a Hurley aussi, voilà, il y a Sawyer. Tous vont incarner quelque chose. Alors c'est vrai que les deux grandes figures fortes, ça va être Jack Shepherd et John Locke. On va avoir des personnages fascinants aussi, comme Benjamin Linus, par exemple, qui est un des personnages les plus fascinants de la série. Et puis, à côté de ça, on a Jacob, donc le mystérieux Jacob, dont on entend parler et on va le découvrir à un moment donné. Et c'est là qu'on va pleinement basculer dans le fantastique, puisque effectivement, c'est un homme qui est immortel, donc qui a traversé les siècles. On va comprendre qu'en fait, il est né à l'époque romaine, donc ça nous ramène très très loin dans le temps. Et donc lui aussi, il incarne une posture. C'est la posture du gardien, en fait, de celui qui va chercher un successeur. C'est le roi du monde, en fait. Jacob, tel qu'il est décrit dans la série, c'est le roi du monde de René Guénon. C'est-à-dire, c'est le gardien du sanctuaire suprême, du centre spirituel suprême. Et là, on comprend qu'il est pas en bout de course, mais qu'il veut passer la main, en fait. Et c'est lui qui a fait venir l'ensemble de ces personnages parce que il a vu en eux leur potentiel et que l'île est une épreuve initiatique à travers laquelle, en fait, un de ces personnages va pouvoir développer pleinement le désintéressement qu'il a en lui, en fait, puisque c'est ça, le parcours de ces personnages, c'est Jacob cherche quelqu'un de désintéressé, de pur, qui va pouvoir veiller sur l'île et la garder sans chercher un intérêt personnel dans cette fonction-là. Donc ça, c'est vraiment le but de Jacob, dont on apprendra qu'il a interféré avec ces personnages dans leur vie pour les orienter à prendre cet avion au final à un moment donné, à se retrouver tous ensemble, tous réunis dans ce crash-là. Et il les a observés à travers le temps, voilà, pour les choisir. Donc il y a cette notion d'élu aussi qui est intéressante dans cette série, c'est que ces personnages, comme c'est supposé par John Locke dès le début, en fait, ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont vraiment été choisis. Et ils ont été choisis par rapport à ce qu'ils sont et surtout par rapport à ce qu'ils pourraient être s'ils dépassaient les mécanismes de l'ego et tout ce que ça peut entraîner. Ouais, en tout cas, ça donne vraiment envie de se replonger dans Lost et je pense que je vais le faire très bientôt. Je pense qu'on va quitter l'île de Lost. Alors, il y a plein de séries que vous abordez dans ce livre-là. Il y a évidemment Game of Thrones, alors que j'ai pas vu. J'ai pas vu Game of Thrones. Je crois que j'ai vu les 2 premières saisons donc voilà, mais on en parlera peut-être un petit peu. Vous avez parlé de Buffy aussi. Enfin, il y a plein de séries comme ça. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Alors, Buffy que je n'ai pas vu non plus. Mais à un moment donné, vous arrêtez quand même assez longuement sur Prometheus et Covenant, alors qui ne sont pas des séries. Pour le coup, ce sont des films qui sont un peu des préquels à Alien, en fait. Et là, c'est pareil. Il y a plein de choses très intéressantes. Alors, on en a parlé tout à l'heure justement avec la théorie des anciens astronautes. Et là, on est en plein dedans avec Prometheus, qui est un film absolument incroyable. Alors, qui est incroyable dans ce qu'il propose, mais c'est quand même parfois un peu bancal, en fait. C'est un peu particulier. J'allais dire, oui, je comprends ce ressenti parce que j'ai pu l'avoir en voyant le film que j'ai beaucoup aimé personnellement. Alors, je l'ai inclus. J'ai inclus ce film dans un livre sur les séries parce que, alors, j'avais envie d'en parler déjà d'une. Et la justification que j'ai trouvée, c'est qu'il y a des séries cinématographiques d'une certaine façon, la franchise Alien, les Marvel, j'en parle un petit peu aussi. C'est une série sur grand écran en fait. Donc voilà, j'ai inclus quelques films dans ce livre sur les séries. Mais Prometheus, en fait, se comprend mieux quand on regarde les scènes coupées. C'est ça qui est les scènes qui ont été coupées au montage.
expliciter clairement ce qui n'est pas dit dans le film clairement. Et quand j'ai découvert les scènes coupées, je me suis dit, mais il y aurait eu ces scènes, le film était parfait d'un point de vue narratif. On se torturait pas, on se posait pas les questions qu'on se pose en sortant de la séance si ces scènes-là avaient été conservées. Donc c'est dommage. Il y a aussi, il y a aussi, c'est marrant parce qu'on revient là-dessus, des pistes scénaristiques qui ont été coupées, et notamment l'allusion à la visite d'un de ces anciens là sur Terre il y a 2000 ans précisément, qui aurait été mis à mort il y a 2000 ans, parce que là, il y avait clairement une lecture, théorie des anciens astronautes. Jésus est un extraterrestre. C'était clairement dans la tête des scénaristes, et ils ont eu peur de ce que ça pourrait susciter de présenter Jésus sous cet aspect-là. Donc c'est quelque chose qui a été retiré, mais qui était prévu en fait dans une des versions initiales du scénario. Ce qui nous montre bien, je donne ça à titre anecdotique, mais ça nous montre bien la dimension religieuse qui était dans ce film-là, et qui est toujours, d'ailleurs, quand on le visionne. Voilà, on est dans quelque chose on n'est pas du tout dans l'alien traditionnel où on regarde le film pour se faire peur. Là, il y a à plusieurs moments de Prometheus un espèce de frémissement métaphysique. En plus, avec ce personnage féminin qui est clairement en quête des origines, enfin, tout le discours à un moment donné, quand il part en exploration, voilà, il y a cette dimension religieuse de la quête des origines, et on comprend que voilà, l'homme dans Prometheus a créé des intelligences artificielles, donc peut-être que quelqu'un au-dessus, mais de bien réel, de bien matériel, a créé l'homme avant que l'homme ne crée les intelligences artificielles. Donc il y a cette espèce d'abîme métaphysique qui est ouvert par ce film. Après, c'est vrai que c'est des questionnements qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma de Ridley Scott là ces derniers temps. Enfin, j'ai l'impression que depuis la mort de son frère, en fait, il est vraiment parti dans quelque chose un peu métaphysique comme ça. Il y a vraiment une volonté de parler de ça dans ses films, je pense. En tout cas, c'est vrai que Prometheus, il est vraiment fascinant, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être interprétés en fait sur ce film-là. Déjà, même les personnages, hein, vous parlez de Elizabeth Shaw, qui pareil porte une croix aussi, et qui pourtant est scientifique. Oui, il y a ce bijou religieux effectivement qui joue une importance considérable. Le film se ferme là-dessus d'ailleurs, hein, aussi sur ce sentiment-là apporté par la croix et par le réconfort de cette foi qu'elle poursuit de façon inlassable. Et puis il y a l'ouverture, moi, que je trouve assez fascinante, hein, la découverte des peintures rupestres dans la grotte. Toute cette scène initiale est vraiment fantastique, avec donc cet alignement d'œuvres appartenant à des civilisations disparues, qui toutes nous montrent des personnages plus grands que les hommes qui pointent une étoile particulière dans le ciel, qui finalement est retrouvé, donc c'est vers là que va porter l'expédition. Et donc là aussi, en fait, on est vraiment dans du réemploi de la théorie des anciens astronautes, puisque quand on regarde la littérature de ce genre depuis Dan Lincoln et avant Dan Lincoln, et puis tout ce qui a eu lieu après, on est vraiment dans ce type de lecture de certaines œuvres d'anciennes civilisations. On lui dit, mais là, ces personnages, par exemple, sur des fresques dans le Tassili, ces personnages sont anormaux, donc c'est les archéologues. Alors en plus, certains archéologues les avaient baptisés les Martiens, mais de façon un peu amusée. Ils ne les considéraient pas comme des Martiens, mais c'est pour dire que voilà, ces fresques dans le désert où on peut voir donc des personnages qui ne sont clairement pas humains dans leur forme, qui sont sans doute le fait de croyances des peuplades qui les ont laissés là, eh bien, par la littérature des anciens astronautes, ont été réinterprétés comme des extraterrestres venus visiter et initier des tribus. Et donc ça, c'est réemployé dans Prometheus, qui recycle donc, en fait, c'est intéressant de voir à quel point voilà, la fiction s'inspire en fait de théories qui circulent dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire marginale, ou le réalisme fantastique, ou l'ésotérisme, ou enfin voilà, chacun mettra l'étiquette qu'il veut sur cette littérature. Mais si ces films-là ont une résonance particulière, c'est aussi grâce en fait à cette littérature qui les a précédés, quoi. Et alors après, il y a évidemment le titre, hein, Prometheus, qui fait référence évidemment au mythe de Prométhée, le titan qui a volé le feu aux dieux. Donc il
c'est vraiment assez pareil. Encore une fois, c'est très dense en fait. Il y a énormément de références. Oui, oui, c'est ça. Et alors, il y a cette notion de la connaissance finalement, parce que Prométhée, c'est effectivement celui qui veut apporter à l'homme la connaissance des dieux, donc le feu. Mm. Les dieux ne veulent pas, et c'est pour ça que Prométhée va être condamné après. Et là, c'est un peu cette histoire-là, c'est-à-dire que Prométhéeus, pourquoi? Parce qu'on enfreint quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une représentation classique de la religion où on nous explique que Dieu a créé la vie sur Terre, et là, on se retrouve avec des personnages qui vont vouloir découvrir la vérité. On revient à Mulder, la vérité est Oui. ailleurs, et donc à franchir ce seuil extrêmement dangereux avec cette question, est-ce que vous êtes prêt vraiment à savoir, parce que vos créateurs ne sont peut-être pas ceux que vous croyez ou celui que vous envisagez jusque-là. Donc il y a ce rapport à la connaissance, ce titre effectivement, comme vous le dites, il n'est pas anodin. Il nous place dans une logique d'un franchissement, d'un interdit en fait, avec des scientifiques un peu intrépides qui vont enfreindre une règle religieuse pour essayer de comprendre en fait leur place dans le monde. Et c'est quelque chose qui revient constamment. C'est un vieux leitmotiv sur la connaissance. On avait déjà ça chez Lovecraft. Dans les récits de Lovecraft, la découverte de la vérité est toujours horrifique en fait. Il vaut mieux vivre dans l'ignorance que de découvrir la vérité. Et finalement, on retombe toujours au vieux mythe biblique. L'arbre du fruit de la connaissance, tu ne le toucheras pas. Et à partir du moment où Ève cueille ce fruit-là, c'est fini pour l'humanité. Donc c'est toujours cette vieille histoire qui est recyclée sous des formes complètement différentes, mais qui nous parle de la même chose. Là, vous parliez de Lovecraft, mais c'est vrai que c'est quand même très Lovecraftien. Déjà, même depuis le premier Alien, en fait, c'est très Lovecraftien. Le Space Jockey dans le premier, qui bon, après on apprend qu'à l'intérieur c'est un ingénieur, mais la scène du Space Jockey dans le premier Alien de 79, c'est clairement Lovecraftien, quoi. Cette chose énorme dont on ne connaît rien, qui même physiquement est totalement au-delà de notre propre compréhension. On ne sait pas comment elle fonctionne, quoi. Oui, et là encore plus, parce que dans la mesure où on n'est plus juste sur la monstruosité ou comme dans La Chose, The Thing, qui est une œuvre d'inspiration très Lovecraftienne aussi. Je crois que je devinais l'affiche derrière. Oui, bah oui, The Thing, il est là, ouais. Ça, et donc là, vraiment, voilà. Oui, et d'inspiration très Lovecraftienne, effectivement, à plusieurs niveaux. Et là, dans Prometheus, c'est vrai qu'il y a ça va encore plus loin, parce qu'on est vraiment sur la notion que ce qu'on a pris pour des dieux étaient des créatures qui venaient d'ailleurs et qui n'avaient pas forcément les intentions positives qu'on leur prêtait. C'est ça qui est aussi au centre de Prometheus et qui est au centre de la mythologie des grands anciens de Lovecraft, où ce qu'on a appelé les dieux, en fait, étaient des extraterrestres qui n'avaient pas forcément un regard bienveillant sur l'humanité quand ils sont venus sur Terre il y a très, très, très longtemps. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant alors déjà dans le look des ingénieurs, avec cette espèce de, on le voit aussi sur le Space Jockey dans Alien 1, vous savez, il a une petite trompe là, ça fait un peu éléphant comme ça, et la flûte, parce qu'il y a cette fameuse scène de la flûte qui a fait rire beaucoup de monde et que les gens ne supportent pas, mais finalement avec le recul, je me demande si alors déjà si cette histoire de flûte, on n'est pas comme quoi la musique pourrait être un petit peu le langage universel, pourrait être une sorte de quelque chose qui pourrait être un petit peu compris par tout le monde, mais j'ai l'impression que ça fait un peu penser à Ganesh. Oui, visuellement, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui pourrait évoquer, oui, c'est vrai, je n'avais pas fait le rapprochement personnellement, voilà. Mais ouais. Et c'est vrai qu'il fait très éléphantin comme ça, avec et c'est pareil, hein, donc à se demander si, parce qu'en plus Ganesh, qui est le fils de Shiva, et qui est quand même la représentante du concept de détruire pour créer, ce qu'on va retrouver chez les ingénieurs avec la fameuse huile noire. Donc je me demande s'il n'a pas été pioché aussi un petit peu là-dedans. Pareil, je crois qu'il est le frère du dieu de la guerre. Enfin, j'ai l'impression que tout ça, il y a vraiment un sens particulier. Et puis cette flûte qu'on retrouve évidemment, qui est chez Krishna. Est-ce qu'il n'a pas été pioché aussi dans encore une fois, dans d'autres religions, en fait, d'autres mythologies? Alors c'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, c'est vrai que c'est une question que je m'étais pas posée, l'aspect visuel des architectes.
pourquoi pas, de façon consciente ou pas. Ça, à ma connaissance, ça n'a pas été revendiqué par les créateurs du film. On a des films comme Avatar, par exemple, où la couleur bleue est clairement une référence à la mythologie indienne. Cameron l'a dit, en fait, hein, il s'est inspiré de la mythologie hindoue pour donner la couleur à ses navires. Après, des fois, c'est un recyclage inconscient aussi, c'est-à-dire qu'il y a un tel patrimoine en fait mythologique à travers le monde que les scénaristes vont s'y abreuver de façon des fois très consciente. Donner l'exemple de Cameron, des fois de façon inconsciente, et des fois on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas eu de déclaration sur le sujet. On a évoqué à peine Game of Thrones, mais Game of Thrones c'est un exemple, c'est-à-dire que on a un recyclage mythologique dans Game of Thrones qui est assez considérable, notamment au niveau du paganisme. Moi, j'ai décelé des parallèles entre la trame de la série sur certains personnages comme Daenerys et son histoire avec Jon Snow et le mythe légendaire de Mélusine et la fée Mélusine et Pélusin. C'est intéressant parce que l'histoire de Daenerys se calque d'une certaine façon, pour une certaine partie de l'histoire, pour le dénouement de l'histoire en tout cas, sur l'histoire de la fée Mélusine, et Jon Snow se trouve dans la peau de l'amant de Mélusine qui a douté finalement d'elle et qui, à cause de ça, a précipité sa fin. Je suis pas sûr que ça soit revendiqué par les scénaristes ou George R. Martin de s'être inspiré de l'histoire de Mélusine pour composer Daenerys. Je pense qu'à un moment donné, il y a des archétypes universels qui se recyclent. Pareil, dans Game of Thrones, on a de nombreux symboles, de nombreuses mythologies, notamment païennes liées à la nature. Je suis pas sûr que là aussi toutes les références soient clairement appuyées, mais en tout cas nous on peut faire le parallèle parce que voilà les mythes liés à la destruction des arbres sacrés dans Game of Thrones par exemple, elles renvoient réellement à la destruction des arbres sacrés dans l'histoire de notre humanité à nous, quand les missionnaires chrétiens sont arrivés et que certains d'entre eux ont massacré les arbres qui étaient vénérés par les païens. Voilà, les scénaristes vont pas forcément compulser à longueur de temps des livres d'histoire, mais il y a des choses qui sont ancrées, qui circulent et qui sont recyclées parce que, comme on le disait en ouverture, ce sont des mythes contemporains, et c'est pour ça que ces séries nous passionnent autant, parce qu'elles ne parlent pas que de distraction. En fait, c'est pas juste un temps de pause dans nos journées, c'est aussi autre chose. En tout cas pour ces séries-là. Et justement, moi, c'était une des questions que je voulais vous poser à un moment donné, c'était de savoir est-ce que vraiment, là vous y répondez un petit peu, est-ce que vraiment ils vont chercher dans des livres telle figure et telle histoire en fait pour essayer de calquer ça, calquer leur scénario en fait là-dessus, ou c'est des choses qui reviennent parce qu'en fait on en a été abreuvé, comme on l'a dit un petit peu en introduction, en permanence. Il y a un peu des deux en fait. Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a des histoires universelles, hein. Et là, on est vraiment dans le domaine de l'archétype, de l'inconscient, de l'histoire qui va parler à tout le monde. Orphée, le Christ, je pense pas qu'ils aillent chercher vraiment comment ça s'est passé dans les évangiles ou quoi que ce soit. Mais c'est des figures qui sont tellement importantes dans notre culture qu'à un moment donné, on va y faire référence, même de façon inconsciente. Alors des fois, on appuie la référence, comme j'évoquais tout à l'heure avec X-Files. Des fois, c'est de l'ordre de l'inconscient. Après, il y a des cas où il y a des recherches particulières. Si on prend l'univers de Thor dans le Marvel Universe, là, Thor, il est clairement inspiré par la mythologie nordique, Asgard aussi. Tout le vocabulaire, en fait, autour de l'univers de Thor dans Marvel est clairement pris dans les mythes nordiques. Et Freya, enfin tous les noms qui ressortent sont des noms qui existent dans cette mythologie-là et qui sont réutilisés. Donc il y a un peu les deux, quoi. Ça peut être alternativement l'un et l'autre, et dans une même production, ça peut d'ailleurs être l'un et l'autre dans une même production. Après, il y a des comment dire, on va dire que dans le parcours du héros traditionnel, il y a des impondérables. C'est-à-dire qu'en général, le héros, quand il est dans une démarche initiatique, va toujours mourir à un moment donné. Donc, c'est des histoires qui vont se retrouver dans différents mythes. Le voyage sous terre, par exemple, l'initiation souterraine qu'on va retrouver avec Luke Skywalker dans Star Wars.
mais qu'on va retrouver dans Lost aussi, quand Locke descend dans la trappe. Toutes ces choses-là, ces schémas d'initiation vraiment souterraines, c'est quelque chose qui est très ancré en fait dans les archétypes initiatiques, dans toutes les cultures, puisqu'on a souvent cette idée que le héros doit descendre sous terre dans les ténèbres pour trouver l'illumination en gros et revenir sous une autre forme à la surface de la terre et au grand jour. Donc ça, c'est des archétypes qui sont liés à des schémas initiatiques bien réels. Donc voilà, on les retrouve à travers les cultures. Mais qui sont peut-être tellement ancrés que du coup, voilà, elles ressortent c'est ça. à chaque création. Absolument, et donc c'est pas forcément une intention à ce moment-là, c'est pas forcément une intention des scénaristes d'inclure le héros dans les pas de Jésus ou d'un autre, ou d'Orphée ou d'un autre. Pour reprendre cet exemple de la mort initiatique, en fait, on va même retrouver ça dans Buffy, qui est une série assez fascinante aussi, parce que c'est pas du tout une série pour ados. Buffy, c'est vraiment une série qui, sous couvert de fantastique, histoire de vampires, parle en fait de la traversée de cet âge-là qui est compliqué, l'adolescence, mais qui va beaucoup plus loin. Après, c'est l'entrée dans l'âge adulte, c'est le questionnement. Et à un moment donné, Buffy meurt dans la série. Elle est ramenée à la vie de façon magique par certaines de ses amies, mais quand elle revient à la vie, elle est complètement désespérée. Elle finit par leur dire « Pourquoi vous m'avez ramenée? J'étais mieux de l'autre côté. » Et à partir de là, elle va devoir réapprendre à vivre. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une trame qui est très mystique. L'autre monde était meilleur que celui-ci. Je veux repartir de l'autre côté. C'est ce qu'elle dit, Buffy, à un moment donné. On voit bien qu'on n'est pas dans une série innocente où juste on a une jeune fille qui tue des vampires. On est dans une série qui interroge aussi, et qui interroge notamment le sens de la vie et notre rapport à l'existence et au combat pour vivre, à tout un tas de choses. Mais là, voilà, c'est pareil. Buffy est morte, puis elle est ressuscitée. Donc, on retrouve de nouveau cette trame du héros qui meurt à lui-même pour renaître différemment. Buffy va finir par accomplir un parcours qui fait qu'elle reprend le goût de vivre et elle retrouve sa place dans le monde. Et donc, cette mort l'a rendue fondamentalement différente. C'est la mort initiatique dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses et ésotériques. Ah, c'est intéressant parce que moi, avant de lire votre livre, je voyais vraiment Buffy comme une série pour ados où il y avait juste des vampires, c'est tout, quoi. Non, c'est plus profond que ça. Il y a eu pas mal il y a plein d'interrogations en fait existentielles dans Buffy. Et puis bon, c'est une série qui a plein de qualités parce que elle est très bien écrite. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autoréférences, il y a des personnages qui sont très différents les uns des autres et qui se complètent bien, enfin voilà, ça a été interprété, je pense, comme une série pour ados par rapport au fait que ça se situe d'abord au lycée de Sunnydale, avec des jeunes gens. Et c'est vrai que les séries qui se situent dans les lycées en général sont des séries pour ados, mais là c'est pas le cas. C'est une série qui est très riche et d'ailleurs, enfin, du point de vue universitaire aux États-Unis, c'est la série la plus étudiée en fait du point de vue universitaire, c'est Buffy. D'accord. On parle même de Buffy Studies. Donc il y a tout un tas d'articles universitaires en fait qui explorent un peu tous les aspects de la série, puisque bon, ça a été évidemment interprété assez vite comme une série féministe, l'empowerment féminin à travers ce personnage de Buffy, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas mal d'autres choses. Ok, d'accord, très bien. Alors tout à l'heure, on parlait justement de Prometheus qui a eu une suite qui s'appelle Covenant. Alors je sais pas si ça vous aviez apprécié ce film, qui raconte des choses intéressantes, mais c'est encore une fois la forme qui est un peu. Ouais, alors voilà. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai été déçu. J'avais une forte attente. Sur ce film parce que voilà, j'attendais qu'on aille plus loin dans la continuité de Covenant. Et au final, c'était un peu un huis clos que j'ai pas trouvé très intéressant par rapport aux éclairages que j'attendais. Voilà, bon, je l'évoque un petit peu parce qu'il y a des choses sympathiques dans le film, comme des images subliminales de l'île des morts de Bocklin. L'île des morts, ouais, magnifique. Ça m'avait frappé quand j'étais au cinéma de voir d'un coup le tableau et en fait, voilà, ils avaient reconstitué le tableau et c'est une image subliminale, quoi. Ça, c'est
voilà, quelque chose que j'avais apprécié dans ce film. Il y avait d'autres éléments intéressants, mais globalement, j'avais été quand même déçu. Ouais, c'est vrai que ça nous emmenait pas là où on pensait aller à la fin de Prometheus. C'est ça. Il y C'était avait une un promesse à peu la fin de dommage. Prometheus, d'aller jusqu'au C'est point ça. d'origine, en fait. Et moi, Mm. clairement, c'est ce que j'attendais. L'origine des architectes, leur planète, enfin, leur Mm. expliciter ce mystère-là. Et bon, ça n'a pas été le cas, donc c'est pour ça que voilà, le Oui, et film puis de m'a pas. revoir Shaw, et puis en fait non, elle est morte dès le début. Bon, ok, super. Ouais. Ouais, c'était un peu dommage, effectivement. Alors, normalement, il devait y avoir un troisième film, mais on vient d'apprendre qu'apparemment Ridley Scott ne le fera pas. Mm. Mais que ça pourrait être lié à Alien Romulus 2. Bon, je sais pas, on verra. Ils vont sûrement faire des ponts et puis expliquer tout ça. Mais c'est vrai que pour le moment, toute l'histoire enfin, l'arc de David, il est pas terminé et on sait pas. Enfin, Ouais. il manque des liens, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. Eh oui. Oui, mais j'ai peur que Euh, ça ne voit jamais le jour, malheureusement. Ben ouais, ou alors que ce soit fait pas forcément de la façon dont Mm. on aurait Mm. voulu, quoi. Bon, on verra bien. Oui. Alors après, évidemment, il y a d'autres. Enfin, et puis même là, on parlait des anciens astronautes avec Prometheus, mais il y a également Stargate, hein, dont vous parlez d'ailleurs dans le livre, Ah oui, oui, le Stargate film aussi. de Roland Emmerich. Ouais. Effectivement, oui, oui, là, on est clairement dans une réécriture de la théorie des anciens astronautes avec un focus sur l'Égypte. Mm. Et donc, les anciens dieux égyptiens seraient donc des extraterrestres. On retrouve encore une fois la même idée qui est empruntée à la même littérature. Et juste pour Mais en petit aparté, vous en pensez quoi, vous, de cette théorie, justement? il y a actuellement beaucoup de dérives, on va dire, sur ce sujet-là, Mm. avec beaucoup d'auteurs qui prétendent savoir, enfin, bon, quand on étudie sérieusement la question, on a des témoignages qui nous parlent de lueurs apparues dans le ciel dès l'Antiquité, qui nous décrivent des phénomènes célestes anormaux dès l'Antiquité, et ces témoignages-là, on va pouvoir les filer à travers les époques. Quand on les étudie, il y en a certains qu'on peut démystifier en se disant bon, c'est des phénomènes météorologiques, atmosphériques, qui peuvent être identifiés, qui étaient jugés comme merveilleux par les anciens, mais aujourd'hui on connaît les explications. On se rend compte aussi que les Romains avaient quand même une bonne connaissance de ces phénomènes-là et que certains auteurs disaient on a observé ça, mais voilà, ils y apportaient une explication naturelle. Donc ils sont pas si ignares que certains voudraient le faire croire. Et Mhm. on se retrouve enfin avec une part de phénomènes qu'on ne peut absolument pas expliquer par les lois naturelles, par ce qu'on connaît des phénomènes météorologiques. Donc, ma conviction personnelle, c'est qu'à travers les siècles, on a des témoignages humains qui nous parlent d'objets célestes qui se déplacent sur Terre. Si aujourd'hui un tel phénomène céleste est observé, on se dit, bon, alors, quelqu'un qui croit aux ovnis comme Fox Mulder va dire, ah, c'est un ovni. On peut opposer que c'est peut-être une technologie humaine, des armes secrètes, les fameux Black Programs américains, mais pas qu'américains, puisque les Américains ont eu des visites sur leur territoire dont ils ne savent pas pertinemment si c'est les Russes, les Chinois, quiconque. Mm. Donc, voilà, il y a des armes qui ne sont pas connues, il y a des systèmes de déplacement aérien qui ne sont pas connus, à part de quelques-uns qui travaillent là-dessus, dans les Black Programs. Donc, si aujourd'hui on voit un ovni, on peut avoir le doute. Est-ce que ça vient vraiment d'ailleurs ou est-ce que c'est une technologie humaine, militaire, secrète? Mais quand on trouve ce genre de phénomène décrit au 19e siècle, au 18e, au 16e, au Moyen Âge, dans l'Antiquité, on se dit, bon, clairement, ce n'est pas une technologie humaine. Donc, c'est autre chose. Et ce n'est pas naturel non plus. Donc, ces éléments-là, moi, m'incitent à penser que oui, on a reçu des visiteurs extraterrestres. Après, je suis extrêmement troublé. Là encore, j'affiche pas des convictions. Hein, c'est, Mm. voilà, mais factuellement, il y a des passages troublants dans la Bible, notamment quand il est dit que les fils des dieux trouvèrent que les filles des hommes étaient belles et vinrent s'accoupler avec elles. C'est très troublant, ce passage de la Genèse. Et c'est vrai qu'on peut être tenté de dire, mais c'est qui ces fils des dieux quand on voit certains textes aussi chez les premiers chrétiens qui justifient le port du voile chez les femmes chrétiennes à l'époque parce qu'il fallait cacher la chevelure, parce que les fils des dieux étaient attirés par les cheveux des femmes et qu'ils les trouvaient belles. Bon, ces textes, qui sont des textes religieux ou mythologiques, ont gardé le souvenir de quelque chose.
Alors, ces fils des dieux, est-ce que c'était une façon de décrire d'autres tribus humaines, ou est-ce que ça décrit vraiment des fils des dieux, donc qui seraient descendus du ciel sur terre? Moi, je ne suis pas affirmatif sur la question, mais je dis on peut légitimement s'interroger, se poser des questions. Il y a la fameuse apparition d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament aussi, ce chariot qui vient du ciel. Voilà, pour moi, c'est une piste qu'on peut pas écarter d'un revers de la main. Et à titre personnel, j'aurais plutôt tendance à croire que oui, on a eu des visiteurs. Alors voilà, après qu'il y ait beaucoup de délire aujourd'hui là-dessus, oui, c'est certain. Qu'il y a eu beaucoup d'exagération dans l'interprétation de certains monuments archéologiques aussi. Les venir, les pyramides, etc. Alors, il y a les pyramides, enfin, je ne pense pas qu'elles soient extraterrestres, mais il y a pour moi des interrogations encore fortes sur les pyramides. Mais en matière de visiteurs extraterrestres, on a aussi toute une iconographie, par exemple les fresques de Decciani, qui sont des fresques donc autour d'une scène de crucifixion où on voit dans le ciel de part et d'autre de Jésus crucifié deux engins, l'un doré et l'autre argenté, avec un petit bonhomme à l'intérieur qui semble en position assise de pilote. Hein. C'est très troublant. Et ce truc-là, moi, quand j'avais découvert ça ado, j'étais fasciné et j'ai été longtemps fasciné par ça. Sauf qu'en fait, quand on étudie l'iconographie chrétienne, on peut apporter une explication à ça. En fait, c'est le soleil et la lune et les personnages à l'intérieur incarnent le mouvement des astres. Ça, on le déduit. Hein. Factuellement, on peut le démontrer en comparant cette œuvre-là à d'autres œuvres de la même période qui représentent les deux astres avec d'autres moyens plus clairs pour représenter le mouvement des astres. Donc là, c'est un des cas, c'est-à-dire que ce cas qui est encore repris par toute une littérature, factuellement, on peut le débunker. Mais on ne peut pas tout débunker, pour moi, et je considère que c'est les esprits forts qui disent on sait, il n'y a rien à voir circuler. Non, je pense qu'il y a une marge d'interrogation qui est suffisante et que cette hypothèse est pas du tout à rejeter. Est-ce qu'une intelligence supérieure a pu interagir avec nous pour nous faire évoluer? Pour moi, ça fait partie du possible. Il n'y a qu'à voir l'histoire de l'humanité. Je veux dire, des civilisations ont découvert d'autres civilisations, ont voulu leur apporter leur savoir. Aujourd'hui, on est dans une autre posture. On se dit, il ne faut pas interagir, il ne faut pas influer. Donc, si on découvrait aujourd'hui une autre civilisation, on l'observerait de loin. Et c'est peut-être ce qu'un peuple plus sage venu d'ailleurs fait également, quoi. Voilà. Mais je crois que le phénomène OVNI est une réalité. De toute façon, on a des témoignages de pilotes de ligne, de pilotes militaires. Enfin, on a des enregistrements sur radar. Donc, le phénomène OVNI est une réalité. Et quand on peut prouver qu'il a existé depuis au moins l'Antiquité, on peut être à peu près sûr que c'est pas le fruit d'une technologie humaine et que c'est quelque chose d'exogène. Aujourd'hui, bon, il y a des phénomènes qui sont toujours décrits, de lumière dans le ciel, etc., et qui, pour certains, posent question. Donc peut-être qu'on est toujours observé d'une façon ou d'une autre. Alors, bon, selon certains, effectivement, ils ont donné un coup de pouce. On a effectivement des traditions qui nous parlent de ces fameux fils de Dieu qui sont descendus sur terre. Hein, dans le livre d'Enoch, alors c'est évoqué dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, mais dans le livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe, là on nous dit que 200 sont descendus sur le mont Aradis, qu'ils ont enseigné les femmes des hommes, qui leur ont transmis un savoir-faire. Là aussi, j'aimerais savoir quelle est l'origine de ces mythes, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une origine effectivement réelle à ces histoires qui circulaient et qui ont imprégné certaines cultures pendant des siècles? Ces histoires des fils de Dieu, elle a quand même posé, il faut le dire, problème à l'Église. Hein. Si le livre d'Enoch est considéré comme un apocryphe, c'est que il y a quelque chose qui interroge sur la nature de Dieu, du Dieu créateur, et puis des anges, et puis voilà quoi. C'est Ok. En tout cas, c'est passionnant. Hein. C'est vrai que toutes ces histoires-là sont assez fascinantes et pour le moment, bon, on peut pas dire oui, c'est vrai, c'est ça, mais bon, en tout cas, ça pose question. Oui, moi, de toute façon, je considère que, enfin, dans ce domaine, dire oui, c'est vrai, c'est à notre échelle, c'est absolument impossible. Je pense qu'il vaut
l'intérêt de ces séries, de ces films et de cette littérature-là, c'est de nous poser des questions. On s'interroge, on ouvre des portes, on ouvre des perspectives. Ça devient dangereux quand on est affirmatif, qu'on rentre dans un système de croyance avec toutes les dérives que ça peut avoir. Moi, je trouve que s'interroger sur cette question-là, c'est quelque chose de fascinant. Quand j'étais gamin, je regardais le ciel, je regardais les étoiles, je passais toutes les nuits d'été dans le jardin chez ma grand-mère à regarder les étoiles, et je me disais, c'est impossible que nous, on soit juste les seuls êtres vivants sur cette sphère-là, la Terre, et que dans tout cet univers-là qu'on entrevoit à peine, il n'y en ait pas d'autres. Et je pense que ça serait important à plein de points de vue que l'homme se réancre dans cette interrogation-là. Parce que bon, tout le monde est arrivé sur son téléphone à regarder cette lumière-là, mais plus personne ne regarde les étoiles. Et regarder les étoiles, ça relativise notre place sur Terre. Alors après, chacun choisit son système de croyance. On peut être croyant, croire en Dieu. On peut être athée comme Lovecraft et regarder les étoiles et être étourdi par l'insignifiance de l'être dans le cosmos. Mais ça peut donner une direction de vie très saine aussi, cette conscience-là. Enfin, voilà, je pense que mesurer sa place dans le cosmos, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. On parlait de Prométhée, on est un peu dans une humanité prométhéenne qui pense qu'elle a dérobé le feu et que donc elle détient tous les pouvoirs et qu'elle peut à peu près tout faire. Quand on regarde les étoiles, on se dit en soi-même, je suis rien. Et ça peut être étourdissant, ça peut être un abîme qui s'ouvre sous nos pieds, vraiment, ça peut nous engloutir cette pensée. Mais ça peut aussi nous aider à vivre en étant en phase avec le réel, en fait, et en se disant, quelle est ma place là-dedans, dans cette équation, quel est le sens puisque j'ai une conscience, donc quel est le sens de ma conscience là, dans cet univers, et ça nous permet de retrouver aussi notre place et un peu d'humilité, parce que l'humanité prométhéenne, en fait, c'est la source de la violence, c'est la source de plein de maux, hein, c'est la source de la guerre, c'est la source de l'exploitation de la nature, c'est la source de l'exploitation des animaux. Enfin voilà, c'est la source de beaucoup de travers de l'humanité, ce côté prométhéen. Mais ça voilà. Quand c'est bien d'aller vers la connaissance, en fait, il faut aller vers la connaissance, mais il faut y aller avec l'humilité et avec la conscience de qui nous sommes, quoi. Autant peut-être il y a une vie quelque part, mais est-ce qu'on ne peut pas être également un accident et qu'on soit les seuls dans cette immensité vide là? Du point de vue des probabilités, je pense pas que ça soit possible. Ouais. Je pense qu'il y a forcément d'autres formes de vie. Alors, est-ce qu'elles sont venues ici? Est-ce qu'elles ne sont pas venues? Là, ça reste un point d'interrogation. Parce que sur le phénomène OVNI, on peut s'interroger aussi sur sa véritable nature. Est-ce que ce sont des êtres qui vivent ailleurs? Est-ce que c'est une intelligence supérieure qui prend cette forme à un moment donné? Là, toutes les hypothèses sont ouvertes. Mais je pense que c'est absolument impossible, d'un point de vue statistique, que nous soyons les seuls êtres intelligents à s'être développés sur une planète. Ça s'est produit une fois à l'échelle de l'univers, ça s'est forcément reproduit d'autres fois. Après, c'est vraiment un rapport, je pense, on a un rapport très dogmatique à ça, parce que si on regarde, par exemple, dans l'histoire de l'Église a eu plusieurs positions par rapport à la vie extraterrestre. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, théologiquement, ça ne la dérangeait pas, parce qu'au contraire, plus il y avait de planètes habitées, plus c'était la preuve de la magnificence, de la puissance de Dieu qui avait créé la vie dans tout l'univers. Et puis, à un moment donné, on s'est replié sur nous, et il y a eu un danger théologique à penser qu'il pouvait y avoir une vie ailleurs. Donc, il y a eu une espèce de marche arrière, et l'Église est devenue beaucoup plus discrète sur ces questions-là. Alors qu'on a, à certaines périodes, des textes qui clairement nous parlent de la multiplicité des planètes habitées. Et ça ne dérange pas, au contraire, les théologiens. Et donc, il y a le dogme théologique qui est le dogme religieux, mais il y a aussi le dogme scientifique. Je pense que, alors que les scientifiques soient méfiants, évidemment, sur les théories autour des extraterrestres et de leur visite et des soucoupes volantes, ça s'entend. Après, je pense que rationnellement, c'est difficile d'être scientifique et de dire on est les seuls. J'ai du mal, en tout cas, moi j'ai du mal à l'entendre. Je pense que si on dit ça, c'est qu'on est dans une posture idéologique. Non, mais je trouve que c'est intéressant d'imaginer les deux, quoi, que possiblement il y ait de la vie, possiblement
Est-ce qu'on ne peut pas être seul parce qu'on était à un moment donné, enfin, tout était aligné pour créer la vie sur Terre, mais peut-être qu'ailleurs, ils n'avaient pas un soleil si proche, ils n'avaient pas reçu de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça a été Oui, vraiment un. il y a évidemment ça qui pousse certains d'ailleurs à croire en Dieu, tellement il y a le paramétrage est C'est extrêmement ça. précis pour que la vie apparaisse Mm. sur Terre, que s'il n'y a pas une intelligence au-dessus qui organise tout ça, c'est impossible. Donc en fait, cet argument-là, il justifie aussi aux yeux de certains la croyance en Dieu. Mm. Euh, Après, la vie a des formes très différentes, y compris sur Terre. C'est-à-dire que on raisonne souvent en fonction de notre capacité à vivre, mais si on plonge dans les abysses, on n'a pas plongé encore complètement dans les Oui. abysses sur Terre. On sait que potentiellement on peut découvrir des formes, et on en a déjà découvert d'ailleurs, des formes de vie sous-marines en des environnements où on pensait en théorie que la vie était complètement impossible pour des raisons de Impossible. Ouais. pression, pour tout un tas de facteurs. Or, on a découvert, grâce à nos technologies, en descendant à ce niveau-là, on a découvert des formes de vie. Mm. Donc, en fait, on raisonne aussi de façon très anthropomorphe, c'est-à-dire par rapport à notre vie à nous, par rapport à nos types d'organismes. Et peut-être que sur d'autres planètes, dans des conditions complètement différentes, on a des formes de vie complètement différentes qui se sont développées. Mais ça fait partie Ouais, c'est des ça. Ouais. Oui, interrogations. pas forcément des extraterrestres avec 2 bras, 2 jambes, mais pourquoi pas des formes de vie gazeuses ou des formes de faire des choses complètement différentes de ce à quoi on est habitué. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Mm. On ne peut pas les voir forcément comme nous, quoi. Bon, là, on a fait une petite aparté, mais qui est en tout cas très intéressante. Merci beaucoup. Il y avait une série également que je voulais. Il reste un film et une série que je voulais aborder avec vous et que vous avez abordé dans votre livre. C'est Matrix et après Westworld, parce que Westworld était également assez Ouais. intéressante et pouvait rejoindre d'ailleurs un petit peu Prometheus dans le sens de la création par l'homme d'androïdes, c'est-à-dire de recréer aussi une autre forme de vie. Qu'est-ce qu'on peut en dire alors justement de Westworld, qui était très bien Bah, sur les 2 premières saisons, mais après ça c'est oui, un peu. et même je serais même plus sévère encore. La première saison était vraiment une réussite avec Hmm. le twist final. Sur la seconde saison, j'étais un peu plus mitigé déjà. Hmm. Mais j'avais trouvé le twist final de la première saison, et donc on va pas l'évoquer ce twist parce que vraiment là c'est une prise de conscience brutale de ce que, enfin moi je l'avais pas vu venir, et j'avais trouvé ça vraiment génial sur la structure de la série. Il y avait pas j'avais pas retrouvé cette structuration sur la saison 2. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, bon, on repart sur l'intelligence artificielle, on repart sur l'interrogation autour de la conscience. Et on y repart avec pas mal de symboles. C'est-à-dire que dans la saison 1, il y a cette idée du labyrinthe qui Hmm. est un symbole qui revient tout au long de la saison 1. On a le personnage de Dolores, donc qui est en fait une intelligence artificielle, hein, qui a été créée de toutes pièces, mais qui a une conscience un peu Ghost in the Machine, c'est-à-dire que Oui, voilà, ces machines-là sont censées, bon, Westworld, c'est un parc d'attractions. À la base, ça, on peut le dire, hein. C'est un parc d'attractions où on peut revivre au Far West avec, si on veut aller s'amuser, y compris de façon sordide, hein, on peut tuer des androïdes. Enfin voilà, mais c'est ça. Ouais. donc c'est un parc d'attractions pour personnes fortunées et pas très morales qui peuvent aller revivre à l'époque du Far West, en fait, en dégommant ou en violentant, ou enfin bref, des androïdes qui ont une apparence humaine. Et certains de ces androïdes, en fait, donc ils peuvent être tués. Du coup, ça arrive assez régulièrement que certains soient tués lors de bagarres ou autres. Et puis ils sont reconditionnés. Et en fait, certains vont garder une empreinte comme des souvenirs, et petit à petit, ils vont acquérir une conscience. Et c'est ça l'interrogation de la série, c'est-à-dire que c'est pas juste une série de SF, en fait. C'est-à-dire que les androïdes, en fait, c'est nous aussi, et qu'il y a un effet de miroir entre ce personnage de Dolores et d'autres et nous-mêmes. C'est-à-dire que il y a cette notion de vie antérieure, ils meurent, leur corps est réparé, et ils réintègrent une nouvelle existence, nouveau jeu, nouveau personnage. Mais ça, voilà, c'est aussi la théorie de la réincarnation, c'est-à-dire que on est là, on meurt, et puis on renaît dans un autre corps, et ça recommence. Et certains se souviendraient de ce qui s'est passé avant, et donc auraient une conscience un petit peu différente.
Donc l'enjeu de Westworld, en fait, c'est ça. C'est cette dimension métaphysique, et c'est pour ça qu'il y a cette notion du labyrinthe aussi. C'est-à-dire que ces personnages d'Android, eh ben, ils sont pris dans un schéma d'éveil, en fait. Et il y a aussi, alors bon, je l'explique dans le bouquin, il y a des images assez bibliques, hein, par exemple Dolores qui est à un moment donné représentée nue comme Ève, en fait. Voilà, il y a des images subliminales qui nous viennent de la Bible et qui sont plaquées sur certains visuels ou certaines situations de cette série. Et on peut même y revoir aussi le mythe prométhéen aussi dedans. Oui. Dans Westworld, avec ces humains qui créent donc des êtres à leurs images. Enfin, il y a un petit côté Frankenstein aussi là-dedans. Oui, absolument, oui, et on retrouve cette mise en abîme, hein, qu'on trouvait aussi finalement dans Prometheus, c'est que les intelligences artificielles ont été créées par des humains, donc évidemment on peut se dire, est-ce que l'homme, au final, bon, c'est pas une piste qui est interrogée dans Westworld, mais ça peut nous reconfronter en fait à ce thème de la création de la vie par quelque chose qui n'est pas Dieu, mais qui à un moment donné s'est pris pour Dieu. Et c'est là clairement ce qui se passe avec Westworld. Et puis la position de la créature, donc un peu comme Frankenstein, effectivement, qui était d'ailleurs le nouveau Prométhée, hein, postmoderne Prometheus, oui. Hein, c'était le sous-titre du roman de Mary Shelley. Et là, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a des humains qui ont créé des intelligences artificielles, et ces intelligences artificielles revendiquent une vie normale, une vie où elles vont pas se faire dégommer, où il y a une protection de la personne comme il y a une protection de la personne humaine, et une vie en conscience. Et donc là, voilà, c'est le réveil aussi, cette aspiration à la connaissance, cette aspiration, c'est ce que vont chercher ces androïdes-là, c'est la connaissance, et donc ils vont essayer de parvenir au centre du labyrinthe pour ça. Donc, on retrouve cette vieille image, hein, du labyrinthe qui était au centre de toutes les traditions initiatiques, donc trouver son chemin dans l'obscurité jusqu'au centre lumineux et jusqu'à la connaissance perdue. C'est la quête intérieure. C'est le schéma de quête intérieure aussi, de descente en soi en quelque sorte. Hein, la conscience de soi en fait, ouais, qui prend tout son sens avec ces robots au final, enfin les androïdes. Ouais. Et justement, vous parliez de la saison 2 en disant qu'elle était moins bonne, mais alors dans la saison 2, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est cette fameuse porte qui symbolise un petit peu le passage, la mort initiatique dont on parlait tout à l'heure, qu'on retrouve dans les récits mystiques et religieux. Oui, absolument. Alors voilà, c'est vrai que j'étais un peu, comment dire, j'avais tellement apprécié le twist final de la saison 1 que je trouvais il n'y avait pas ce ressort dans la saison 2. Il n'empêche qu'effectivement, du point de vue des épisodes, il y a malgré tout des choses intéressantes, et notamment cette fameuse porte, ce portail, qui est un peu une réinterprétation cybernétique au final, des croyances en l'au-delà traditionnel, hein, du passage entre les mondes, de l'éveil spirituel. Et ça, c'est une tendance, c'est-à-dire que depuis Matrix, on a effectivement cette réinterprétation technologique de concepts religieux traditionnels. Donc, c'est vrai avec Westworld, ça l'était avec Matrix. Matrix, en fait, on est dans un récit, alors, qui est imprégné de bouddhisme, qui est imprégné de gnosticisme, et qui va nous donner une lecture technologique de concepts qui étaient utilisés dans ces religions-là. C'est très vrai avec la gnose. Hein, donc la gnose, c'est un courant alors qui a été chrétien, mais de façon générale, qui a pu être plaqué sur d'autres religions aussi. Mais dans le christianisme gnostique, l'idée, c'est que, en fait, le monde dans lequel on vit est une illusion qui a été engendrée par un faux dieu. Alors, c'est amusant, mais d'une certaine façon aussi, la théorie des anciens astronautes dérive du gnosticisme, si on va jusqu'au bout. Et donc, je vais développer en quelques mots, mais en gros, dans la religion traditionnelle, Dieu a créé le monde, et puis a créé les créatures vivantes, et a créé l'homme et la femme. Dans le gnosticisme, en fait, on a un Dieu qui est inconnu, qui vit sur un autre plan, le plérum, c'est le royaume de la plénitude. Et ce Dieu-là a créé d'autres entités, des couples, en fait, des couples d'éons, masculins, féminins, qui peuvent engendrer. Une de ces entités, Sophia, était une entité féminine, a décidé d'engendrer toute seule, et donc, en fait, ça a créé un être imparfait. Et elle a pris honte et elle a rejeté cet être imparfait hors du monde divin.
Et en fait, cet archonte-là, ce démiurge s'est retrouvé en dehors du monde divin et il a voulu recréer un monde à lui. Et donc, il a créé des anges imparfaits et avec eux, il a créé le monde matériel. Et il a créé les êtres vivants, sauf que il n'avait pas la puissance de Dieu et donc il n'a pas pu animer ces êtres vivants de vie. Donc, c'était des hommes et des femmes inertes. Et Sophia, qui était dans le royaume divin et qui voyait ça de loin, a décidé d'insuffler la vie à ces êtres-là et donc a balancé des particules divines dans le monde matériel créé par ce démiurge. Et donc, à ce moment-là, l'homme et la femme ont pris vie et le créateur du monde matériel, donc le démiurge, leur a dit que c'était lui son créateur. Il n'a évidemment pas parlé de Sophia. Il leur a expliqué qu'il était leur Dieu et que donc voilà, ils devaient leur obéir et que ce monde était très bien, etc., etc. Et donc pour les gnostiques, en fait, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est ce faux Dieu. Et seule l'âme qui est dans ces corps-là est d'essence divine. Et donc à la mort du corps, elle va se réincarner dans un autre corps, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de sa véritable origine, qui est le monde divin, et qu'elle se libère complètement des illusions de la matière. Donc, pour les gnostiques, en fait, tout ce qui nous entoure est fait pour nous séduire, pour nous retenir dans la matière, mais ce sont des illusions, et la vérité est ailleurs. Donc, la fameuse phrase de Mulder, elle est gnostique aussi, quelque part. Et la démarche donc, du gnostique, ça va être ça, ça va être se rappeler, en fait, de sa véritable origine, se rappeler que, en fait, son corps, c'est une prison, et c'est pas autre chose qu'une prison, c'est pas un instrument de jouissance comme on le croit, c'est une prison, et qu'il faut trouver la porte de cette prison en se détachant de l'illusion du monde. Donc là, on voit qu'on a d'énormes parallèles avec Westworld et d'énormes parallèles avec Matrix, puisque c'est exactement le discours. D'ailleurs, ce terme de matrice, en fait, on le trouve dans des textes gnostiques des premiers siècles chrétiens. Le monde qui nous entoure est appelé la matrice. Donc, c'est la matrice qui nous maintient dans l'illusion. Tout ce qui est mauvais, en fait, parce que ça nous retient prisonniers, est présenté comme bon. Et tout ça pourquoi? Parce que ce faux Dieu veut nous maintenir sous son emprise, veut pas laisser s'échapper l'élément divin que nous sommes et qui voudrait lui retourner dans sa patrie d'origine. Moi, Matrix, quand je l'ai vu, j'étais fasciné parce que je me suis dit c'est vraiment une transposition de ces concepts gnostiques à travers un film de science-fiction qui a apporté une explication cybernétique en fait informatique. Pour actualiser en quelque sorte ces vieux concepts religieux, spirituels et philosophiques et en faire quelque chose d'audible en fait pour un public contemporain à qui ne parlerait pas forcément ces textes des premiers siècles, mais qui, à travers ce prisme de l'ASF et de la cybernétique, eh bien, va adhérer au récit. Et évidemment, là-dedans, on va avoir tout un tas d'archétypes de personnages religieux avec donc Keanu Reeves, Neo, qui est l'élu. C'est l'élu, donc c'est le Christ, puisque dans le gnosticisme, là je parle du gnosticisme chrétien, c'est Jésus le premier qui vient révéler à l'homme qu'il est prisonnier en fait d'une illusion et qui vient lui enseigner un chemin pour se libérer de cette illusion. Donc c'est exactement le rôle de Néo. Et d'ailleurs, alors je ne crois pas que ça soit dans le premier Matrix, mais dans le 2 ou le 3, bon, qui à mon sens sont des catastrophes parce que oui. Voilà, le 4, alors le 4, je ne l'ai même pas vu. Ah bon. Le 4. Je le verrai un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Mais bon, le 2 et le 3 avaient été une telle déception que il y a un vaisseau qui s'appelle Gnosis. Donc, il y a des allusions quand même claires à la doctrine gnostique de la part des scénaristes du film. Voilà. Et on peut dire aussi que Morpheus, lui, incarne un peu Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui va reconnaître le Messie incarné par Néo. Mais c'est vrai qu'on retrouve très souvent cette idée de il faut mourir en fait pour s'éveiller, ce qu'on va retrouver un peu dans Matrix où il va s'éveiller ailleurs, on retrouve dans Westworld, on en a parlé, également Lost, c'est-à-dire qu'ils vont en fait mourir pour s'éveiller. Locke,
c'est un petit peu ça, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée qui revient en permanence. C'est quelque chose qui revient souvent parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très ancré dans le parcours typique du héros traditionnel. C'est-à-dire que le héros va souvent mourir et va souvent ressusciter. Et puis, c'est quelque chose qui est très ancré aussi dans le parcours initiatique. Alors, on parle pas, dans un parcours initiatique, on parle pas d'une mort réelle. Hein, c'est-à-dire, Mmh. il n'y a pas d'injonction à mourir physiquement, c'est pas ça du tout. Mais il y a une injonction à mourir à soi-même, c'est-à-dire à se séparer de toutes les œillères de l'ego, par exemple, de tout ce qui Mmh. nous limite d'un point de vue spirituel. Donc, en gros, de tout ce qui est égotique, c'est-à-dire notre avidité à nous enrichir, notre avidité à posséder, notre peur de la perte, enfin, toutes ces choses-là qui sont jugées comme un frein et qui sont souvent un frein à notre développement spirituel et à l'écoute du cœur, de la voix du cœur, voilà, ce genre de choses-là. Donc, par définition, l'initié doit mourir à lui-même et on va retrouver ça dans tout un tas de traditions où la mort est mimée. Par exemple, Mmh. en franc-maçonnerie, on a un Oui. simulacre de mort, mais c'est une mort pour renaître à la lumière et donc pour renaître dépossédé de toutes ces entraves égotiques. Voilà, et ça, on va le retrouver dans pas mal de traditions. Donc, de façon archétypale, c'est très ancré, en fait. Hein. Mmh. C'est très, très ancré. Il y avait des rites initiatiques dans l'Antiquité où on amenait le mystère dans des grottes. Donc, ça mimait aussi la mort symbolique, hein, la plongée dans l'obscurité, la mort, et puis le retour à la lumière. Et on peut trouver des rites équivalents à travers la planète. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la psyché humaine. C'est aussi la descente dans les profondeurs et la confrontation à la vérité et la remontée vers la lumière. Ouais, c'est l'enfer de Dante un peu aussi, on retrouve, Oui, d'une certaine façon, oui, oui, absolument. Ouais. Bah, en tout cas, c'est vraiment passionnant et c'est vrai qu'en lisant le livre, alors évidemment, hein, je conseille à tout le monde de se le procurer et de le lire parce que vous allez expliquer ça bien plus en profondeur et puis aborder énormément d'autres séries également. Est-ce que depuis, parce que là le livre est sorti il y a 5 ans, est-ce que depuis Ouais. vous avez vu d'autres séries qui vous ont également un petit peu comme ça alerté, vous avez dit tiens là j'y vois quelque chose là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres séries comme ça depuis ou films hein, Alors, pourquoi pas? ouais, pas à ce même niveau, pas à ce même D'accord. niveau, pas au niveau de Lost par exemple, pas au niveau de la plupart des séries que j'évoque là. Il y a évidemment toujours des petites références. Hein, si on part de références bibliques, par exemple, si on prend le dernier Mission Impossible, il y a cette dimension apocalyptique hein, qui est mise en scène, et on a la Mmh. réutilisation dans le prologue du film avec la création de cette secte religieuse là qui est pro intelligence artificielle. On a la réutilisation d'un discours biblique là qui donne à ce prologue de Mission Impossible une dimension apocalyptique qui nous plonge tout de suite voilà, dans ce caractère de jugement dernier. Donc Mmh. oui, en fait, on pourrait en trouver plein, mais on va dire qu'au niveau de la construction, et c'est vrai que c'est là que c'est important de lire mon livre, parce que sur Lost, c'est vraiment décrypté Oui. voilà, symbole par symbole, et j'ai pas trouvé de construction aussi élaborée. Euh, mais dans pas mal de films, y compris dans les Marvel, si on prend Thunderbolt par exemple, il y a clairement aussi un parcours initiatique. Thunderbolt est fabuleux de ce point de vue-là. C'est un film sur la dépression et sur l'affrontement du vide. Et Mmh. comment trouver un sens à la vie malgré le vide qui nous bouffe et nous ronge et nous amène au bord de l'abîme. Voilà, donc c'est un film qui a cette dimension-là, alors qui n'est pas une dimension religieuse à proprement parler, mais qui par contre a une dimension initiatique dans le sens psychologique du terme, où les personnages finissent par trouver un sens à leur présence sur Terre et à ce qu'ils peuvent faire, voilà, malgré les démons intérieurs qui les rongent. Donc en fait, il y aurait pas mal de choses, mais peut-être dans des registres un petit peu différents de ce que j'ai évoqué dans mon livre. D'accord, eh ben, très bien. Et puis vous parliez du Jugement dernier, mais dans votre livre, vous parlez également de Terminator 2, vous parlez évidemment de la série True Detective, à un moment aussi, ça Oui, c'est absolument. très intéressant, ouais. Oui, 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 parce que la Magnifique saison 1 de série. True Detective marche beaucoup sur les symboles, hein, Mmh.
Et puis le jugement dernier, c'est quelque chose qui revient constamment. Effectivement, Terminator. Je mentionne aussi Ghostbusters, hein, le premier. Oui, The Walking Dead aussi. Et The Walking Dead, à laquelle c'est une série à laquelle je consacre pas mal de chapitres. Parce que là aussi, il y a plein de références bibliques qui, pour certaines, sont visibles, pour d'autres, sont plus discrètes. Donc, c'est une série que j'ai pris plaisir aussi à décrypter de ce point de vue-là. Eh ben, très bien. Eh ben, en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à vous procurer les livres. On le trouve encore un peu partout, hein, donc oui, il a 5 ans, mais c'est trouvable très facilement. Et en tout cas, moi, je vous remercie, Christian, parce que c'était très intéressant et vous m'avez vraiment donné envie de revoir Lost et de lui redonner une chance parce que je l'ai vu une fois. J'ai été déçu par le final. Je me suis dit, plus jamais je revois ça. Et là, maintenant, j'ai envie de la revoir avec tout ce que j'ai pu lire, en fait, dans votre livre. Et je pense qu'en fait, ça fait sens. Et à l'époque, j'avais pas les clés, en fait, comme vous l'avez dit. C'est vrai que eux ne les donnaient pas forcément et c'était très compliqué. Et là, maintenant, je me dis qu'avec ces clés-là, bah ouais, ça peut en fait être une des meilleures séries jamais faites, quoi. Donc, je vais m'y replonger. Je vais repartir sur l'île. Très chouette. Mission accomplie. Alors, j'en suis très heureux. Parce que c'est vrai que pour moi, voilà, c'est la meilleure série de tous les temps et voilà, j'aime bien voilà, quand on me dit je vais la revoir, peut-être que finalement je vais changer là clairement, c'est vrai que ça donne vraiment envie parce que je me dis mais oui, effectivement, ça fait sens en fait. Et peut-être qu'à l'époque, on se focalisait sur des choses qui n'étaient pas forcément celles sur lesquelles on devait se focaliser. Et oui, et puis je pense qu'il y avait une attente parce que la plupart des films ou des séries, on a une solution clé en main en fait, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin, on nous a pris par la main tout le long et jusqu'à la fin, on nous lâche pas la main en fait. C'est ça. Et on nous amène à la solution et on nous l'explique. On nous dit voilà, c'était ça le mystère. Et là, en fait, Lost, on nous a promené sur l'île pendant 6 saisons et à la fin, on nous a lâché la main et on nous a dit maintenant, tu te débrouilles. T'es comme ces gens qui étaient naufragés sur l'île. C'est à toi de comprendre. Et ça, effectivement, ça a été mal vécu parce que c'est pas une posture qu'on a l'habitude d'avoir face aux séries télé. En général, on arrive à la fin, voilà, tout est dit et puis il n'y a rien à chercher ailleurs. C'est ça. Ouais. Et là, c'est vraiment une série à clés et il faut aller chercher les clés ailleurs. Et voilà. Donc, je suis très heureux si mon livre incite à ça. Eh ben, merci beaucoup, Christian. Merci à tous ceux qui nous auront regardés. Je mettrai le lien dans la description pour pouvoir se procurer le livre si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt, Christian. Merci encore. Merci Damien, merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt. Oui. À très bientôt.